Tout le monde est réuni. Yvan Gasto, le dernier arrivé que vous venez de voir, normal, c'est celui qui vient de le plus loin. Voilà, tout à fait, de Nice. Donc, déjà pour ceux qui étaient là ce matin, rebonjour, qui ont écouté cette très belle voyage à l'intérieur des villes olympiques et les Olympiades, les toutes premières. Là, on a décidé de poursuivre l'introspection de notre travail autour des Jeux Olympiques en partant d'un cas extrêmement concret, un programme qui a amené notamment à ce beau livre, c'est une très belle exposition au musée de la Porte Dorée, livre, comme dirait Sandrine, que vous pouvez retrouver au stand de la Martinière, merci Sandrine, et un programme, Histoire, Sport et Citoyenneté, qui a été un programme pendant 4 années, qui a permis d'amener l'histoire et de l'olympisme à travers, vous le verrez, un angle assez particulier, puisqu'il était en articulation autour, 1, des valeurs, et on verra pourquoi, on en discutera, 2, de l'histoire de l'olympisme, mais troisièmement aussi d'une histoire du monde à travers l'histoire de l'olympisme. C'était une autre manière d'appréhender l'histoire du sport, et justement en s'appuyant sur, puisque 80% à peu près du public était destiné au monde scolaire, et au monde scolaire au sens large, puisque les universités ont aussi été concernées par le projet, d'arriver à trouver cette articulation justement pour dialoguer un peu différemment et de profiter de, pour nous les historiens, l'olympisme, c'est pas simplement du sport, c'est pas simplement un phénomène médiatique majeur, le premier, c'est surtout un phénomène qui est une mécanique tous les 4 ans. Et donc pour les historiens, ce qui est fantastique, c'est comme un peu couper un saucisson en 30 tranches pour regarder l'histoire du monde. Et c'est une histoire qui, de 1896 jusqu'à 2024, nous permettait de créer des focus et de créer des moments d'arrêt sur image et d'arrêt sur l'histoire. Et donc ça a été un fabuleux, je dirais, objet et outil sur lequel on va revenir pour pouvoir, d'une certaine manière, appréhender cette histoire du monde et dialoguer avec les élèves. Et on va essayer, en plus, puisque c'était un des grands objectifs du programme, de travailler sur des territoires comme l'outre-mer, les lycées français à l'étranger, les quartiers politiques de la ville, qui est un de nos axes, vous verrez dans ce débat, mais pas simplement. Pourquoi ? Parce que c'est comment ramener aussi sur ces enjeux et ces récits une histoire collective. Et les Jeux Olympiques sont fantastiques pour ça. Quand vous voulez faire travailler des élèves, notamment en mathématiques, pour leur faire des courbes sur la présence des femmes dans les Jeux Olympiques, vous avez la meilleure des courbes, vous commencez à 0. C'est parfait pour leur apprendre à faire des courbes jusqu'à 50%. C'est l'histoire de l'olympisme. Quand vous voulez travailler sur la diversité, les Jeux Olympiques, c'est fantastique. Puisqu'au départ, ce ne sont que des hommes blancs. Vous êtes tranquille. Quand vous voulez travailler sur le combat et de l'éco-responsabilité, c'est un vrai sujet, parce que vous le voyez à travers les Jeux. Quand vous voulez travailler aussi sur le rapport à l'argent, les Jeux Olympiques, c'est un fantastique sujet. Quand vous voulez travailler sur la politique de la ville, les Jeux Olympiques, avec l'urbanisme et ce qui est accompagné, et notamment ce qui a été oublié pendant très longtemps, la pérennité des infrastructures, c'est un sujet fantastique. Et c'est là qu'on se rend compte que travailler sur l'histoire du sport et des Jeux Olympiques, c'est aussi travailler sur la notion de citoyenneté. C'est aussi de travailler sur la notion de c'est quoi une nation qui se regarde et qui s'observe au moment des Jeux. Toutes ces questions-là, on a pu les aborder pendant 4 années. Je ne dirais pas qu'on va en faire un bilan ici, parce qu'un bilan, c'est jamais intéressant à écouter, mais plutôt en tracer les perspectives. Alors, pour m'accompagner, je vais commencer d'abord par Yvan Gasto. Bonsoir. Qui est enseignant, maître de conférence à Nice, qui est un grand spécialiste de l'histoire du sport, de l'histoire des immigrations et de beaucoup d'autres choses. Sandrine Lemaire, alors là, on est plutôt sur l'est de la France, Reims. Sandrine est aussi une grande historienne de l'histoire coloniale. Ça fait des années que nous travaillons ensemble à plusieurs problématiques autour de l'histoire de l'immigration coloniale, des imaginaires notamment, et l'histoire du sport, c'est aussi des imaginaires. Patrick Moher, alors là, il est un peu moins historien que les autres, mais il a été le pivot de ce programme pendant 4 années pour la CASDEN, et vous verrez pourquoi la CASDEN a été importante. Enfin, pour ceux qui sont de la CASDEN, vous connaissez la CASDEN, vous vous doutez un tout petit peu pourquoi on a travaillé avec la CASDEN. Quand vous voulez travailler sur le milieu scolaire, le milieu enseignant, c'est quand même une banque qui est particulièrement présente sur ces territoires, et ça a permis d'une réflexion commune, puisqu'on a réfléchi pendant plusieurs mois ensemble, dès le départ du programme. Et puis le petit Suisse, et c'est très important quand vous travaillez sur les Jeux Olympiques, il faut travailler avec Lausanne. Ça tombe bien, il est professeur à Lausanne. Nicolas Bancel, historien, également, pareil, avec qui on a travaillé sur beaucoup de ces questions, et qui est un des grands spécialistes justement à Lausanne de l'histoire du sport, qui a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé avec lui sur ces récits-là. Et toute cette équipe que vous voyez a contribué notamment au commissariat d'exposition à la Porte Dorée, au commissariat de l'exposition Histoire, Sport et Citoyenneté. Et donc, ils sont les mieux placés peut-être pour en parler, dialoguer, y compris d'ailleurs de dialoguer avec un esprit critique, puisque une telle expérience, c'est aussi un bilan de voir ce qui a pu marcher ou pas marcher. Et on est là aussi pour en discuter, puisque par définition, on a pu tester le terrain. Alors, je vais commencer par Yvan Gasto.
toujours éveillé Yvan en début d'animation. Bien sûr. Hein, ça va être ta fougue méridionale. Comment tu expliques, en fin de compte, ce qu'on n'imaginait pas tout de suite? Comment tu expliques aujourd'hui que ce programme a rencontré son public, a réussi à dépasser plus de 8 millions de visiteurs, je vous disais tout à l'heure, 80% dans le monde scolaire. Qu'est-ce qui a fait pour toi que cette histoire, cette exposition, ce récit a rencontré ce public et a eu un tel succès? Alors, effectivement, ce n'était pas gagné d'avance. Je pense qu'il y avait un pari qui s'est lancé entre nous, hein, auquel on a tous adhéré, hein, et volontiers adhéré, parce que nous on était convaincus, mais pas certains, effectivement, que ça puisse susciter, il faut bien le dire, un tel engouement. Hein. Moi je l'ai vécu aussi bien en tant que concepteur, tu l'as dit, mais aussi en proposant des animations ponctuelles par-ci par-là, notamment comme on dit dans les provinces ou les territoires, on en parlait tout à l'heure, notamment dans le sud, mais pas que, aussi en région parisienne et ailleurs. J'ai pas mal circulé en France et donc effectivement, j'ai, de mon point de vue, eu à non seulement concevoir le programme avec mes collègues, mais aussi à l'accompagner dans certains lieux. Et j'ai mesuré l'intérêt. Alors, moi j'ai quelques idées, hein, je vais les livrer avant que les autres collègues n'en fassent pas de même. La première chose, je crois que l'intérêt pour le sport, hein, dans la société, on l'avait parié, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus dire qu'en France, le sport ne soit pas un phénomène de société. Je dirais même que, fort des Jeux Olympiques de Paris 2024, on ne peut plus dire que la France n'est pas un pays de sport. Et quand je dis un pays de sport, c'est l'intérêt médiatique pour le sport, l'intérêt pour la pratique du sport, mais aussi l'intérêt pédagogique du sport, aussi bien en termes d'éducation, je pense les professeurs d'éducation physique, bien sûr, dont c'est l'ADN, mais aussi les professeurs d'histoire et de français, et finalement de beaucoup de disciplines, qui s'emparent de cet aspect, de ce champ, désormais comme un champ valide. Voilà. Peut-être qu'on n'aurait pas réussi il y a 20 ans, je pense, même pas peut-être il y a 10 ans. Mais là, la société m'a semblé mûre, les années 2020, pour ce type de projet. Donc ça, c'est le premier point. Hein. Et effectivement, de considérer que, il me semble que le monde enseignant a intégré cette dimension, hein, qu'on soit d'ailleurs du côté de l'université. Aujourd'hui, les études sur le sport ne font plus rire. Hein. Moi, quand j'ai commencé à travailler sur le sport, Nicolas pourra aussi en témoigner, hein, on était un peu considérés comme des rigolos, quoi, comme on dit dans le Sud. Hein. C'est-à-dire, travailler sur le sport, quel intérêt ça peut avoir de travailler sur l'histoire du sport? Qu'est-ce que ça peut apporter? Aujourd'hui, on rigole moins. On rigole moins parce que interroger le sport, c'est pas simplement savoir qui a gagné la Coupe du Monde en 1990, quel résultat a été décliné. Non. Hein, s'intéresser sur le sport, tu l'as déjà dit Pascal, c'est effectivement s'attacher à la société par des portes d'entrée multiples. Et ce qui est proposé dans le programme de la Casen, ce sont des portes d'entrée multiples que les enseignants ont, d'une certaine manière, intégrées à leur pédagogie. Et nous, en accompagnant, on a vu que, oui, les enseignants, globalement, alors bien sûr, il y a des éléments qu'on pourrait discuter, hein, et peut-être améliorer, mais en tout cas, globalement, ce programme a parlé, me semble-t-il, aux enseignants, alors principalement, hein, aux enseignants du secondaire, mais aussi à l'université, voire aussi, au-delà des enfants et des élèves, à de différents milieux citoyens, on va dire, hein, des associations, des municipalités. Et moi, j'étais évidemment étourdi, hein, comme un maillon de la chaîne, de voir cette déclinaison de l'exposition. C'est un peu ce jeu de voir des photographies de l'exposition un peu partout dans la France hexagonale et d'outre-mer. Et donc, voilà, ça m'a semblé être la mutation qui s'accomplit dans la société française, qui installe les Jeux Olympiques et le sport comme un objet à part entière. Et je dis encore un mot, Pascal, si tu me permets, il me semble que, à travers le sport, en creusant davantage, c'est à la fois un réservoir à histoire au singulier, c'est-à-dire un réservoir de l'histoire. C'est-à-dire qu'on lit le catalogue Olympisme, hein, on regarde, on découvre l'exposition de la Casen, ceux qui ont vu l'exposition au Musée national d'histoire de l'immigration ont vu une histoire du XXe et du XXIe siècle, avec une entrée qui est le sport, mais même si on n'aime pas le sport, même si on ne connaît pas du tout ce qui y a tel ou tel athlète, peu importe, on voit se décliner devant nous, à partir de cet objet-là, l'histoire politique, diplomatique, sociale du XXe et du début du XXIe siècle. Donc c'est un réservoir d'histoire, mais c'est aussi un réservoir à histoire avec un S. C'est-à-dire que, et nous on n'a pas épuisé du tout le filon, c'est pour ça qu'on considère qu'on n'a pas fini notre travail, hein, mais le sport, on l'a vu ce matin dans la table ronde, hein, c'est des histoires de vie.
des parcours exceptionnels qui restent encore à découvrir pour certains. Chaque Olympiade, je parle pour moi, mais je pense que mes camarades seront d'accord, hein, à chaque Olympiade, on trouve des parcours de vie extraordinaires. Et que dire des Jeux paralympiques, où on a vu se décliner des destins parfois tragiques, mais qui ont pour finalité des pratiques qui s'inscrivent sur le devant de la scène et sont des pratiques au quotidien extrêmement riches. Donc oui, réservoir de l'histoire et réservoir à histoire, il m'a semblé que c'était un miel extrêmement riche que le sport offre à notre réflexion. Vous l'avez vu, vous l'imaginez en conférence, les élèves ne peuvent pas s'endormir. Ça, vous êtes tranquille. Quand ils présentent l'expo. Alors Patrick, quand tu as vu cette bande arriver en 2019 et que tu as commencé à leur poser la question comment on allait faire pour faire une exposition, comment la CASDEN justement a structuré la proposition qui était la nôtre? Et donc vous en praticien, parce que vous êtes des praticiens à la CASDEN des territoires avec le réseau de la CASDEN, comment vous avez lancé ce mécanisme et cette idée et d'avoir imaginé à nos côtés, par rapport à l'attente qu'il peut y avoir de vos publics, de vos sociétaires, mais aussi de vos délégués, un programme, quand tu vois des gens comme Yvan, comme moi et Sandrine débarquer en t'annonçant ce qu'on veut faire, vous, d'un seul coup, vous avez digéré ça comment? Ça a été très compliqué. D'abord, on pense que c'est une bande de fous. Ils avaient un programme qui était complet, parce que vous avez vu une partie du programme, il y avait plein d'éléments. Le programme fondamental, le cœur, le réacteur de ce programme-là, c'était bien sûr l'exposition Histoire, Sport et Citoyenneté. On a ajouté à côté un site, on a ajouté dans le site des outils pédagogiques dont Sandrine a constitué la matrice, et puis on a ajouté au fur et à mesure aussi des éléments complémentaires sur le premier degré qui manquaient. On devait faire des films courts, on devait faire des podcasts, on avait cette grande exposition au Musée national d'histoire de l'immigration au Palais de la Porte Dorée déjà en ligne de mire, on avait le catalogue, donc on avait plein d'éléments, et puis on se dit en 2019, les Jeux Olympiques, c'était très loin. Personne n'en parlait. On était quasiment encore au balbutiement. On savait que c'était Paris qui allait accueillir les Jeux, mais personne n'en parlait. Et c'était principalement pour moi la plus grande difficulté de me dire, mais partir sur ce programme en 2019, c'est une histoire de fou. Et puis, je vous rappelle quand même qu'on a été percuté par le Covid. C'est là où finalement, nous, on a un peu tiré profit du Covid, parce que tous les universitaires que vous voyez là n'avaient plus d'élèves en face. On leur a donné quelques coups de fouet pour qu'ils écrivent tous les textes. Ça a été peut-être aussi un élément facilitateur, entre guillemets, même s'il était dramatique d'un certain côté. Et puis, dans tout ce programme, on a aussi eu, je dirais, un interlocuteur qui était Paris 2024, tu l'as précisé, qui nous a limité dès le départ en disant, bah oui, vous êtes une banque, ok, vous travaillez sur un programme pédagogique, donc on va vous mettre un quota. Et on a été un peu victime au départ de ce quota, 90% de scolaires et puis 10% de grand public. Bon, c'était aussi un élément qu'on a positivé en se disant, ben, grâce aux écoles, grâce aux établissements scolaires, on va pouvoir aussi proposer aux collectivités territoriales et puis à diverses structures de la fonction publique d'État. Peut-être au public, pourquoi le CIO et le COJO nous ont demandé d'être en priorité sur le public scolaire. C'est important parce que pour des néophytes, on pense que n'importe qui ici peut faire une exposition sur les Jeux Olympiques, mettre le mot olympisme dessus, allez, mettre les logos avec les anneaux, et là, c'est parti. C'est un paradoxe, parce que bon, je veux dire qu'au sein du groupe BPCE, CASDEN, qui est une des banques du groupe BPCE, on s'est dit, bah, on a forcément le logotype, donc on va avoir des facilités pour mettre en place un programme. C'est tout à fait le contraire. On aurait presque dû faire ce programme avec le simple logo qu'on a autour de notre cou. Ça aurait été beaucoup plus facile par rapport à un certain nombre d'éléments et par rapport aussi au COJO. Il faut savoir que toutes les semaines, pour ainsi dire, à partir de 2019, on a fait valider les opérations qui étaient dans le cadre des 10%. J'ai en mémoire, je me l'étais noté, quand on est, mais j'en parlerai tout à l'heure sur plutôt les quartiers politiques de la ville, qui est aussi un sujet intéressant. Mais en tout cas, on est au rendez-vous de l'histoire de Blois. C'est le seul festival qui va pouvoir se tenir normalement au Covid, pendant la période Covid. Et on l'a inauguré sur les grilles de la préfecture. J'étais en train de faire la réflexion, il y a une exposition, bon ben, elle n'est pas lisible. Enfin, moi je suis passé devant, j'ai pas été enthousiasmé par aller forcément lire cette exposition, les monuments dans les villes. Ça m'aurait peut-être intéressé, mais je ne l'ai pas trouvé attractive. La nôtre l'a été dès le départ. Et donc ça a fait le succès de cette exposition. Au départ, on s'était dit modestement, on va faire 4000 actions, 4 millions de visiteurs. Eh bien, tu parlais de bilan, il n'est pas totalement terminé. On est à peu près à 9300 actions, présentations d'expositions
et à 8,5 millions de visiteurs. C'est colossal. Ce matin, vous précisiez dans vos différentes interventions que sur la grande exposition au Musée national d'histoire de l'immigration, c'est la première exposition muséale des Jeux Olympiques à Paris pendant cette période des Jeux Olympiques. Et tout simplement, c'est le premier programme labellisé Olympiade culturelle des Jeux Olympiques de Paris 2024. Aussi simple que ça. Donc c'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ce... Mais c'est vrai, non, mais tu as raison. C'est bien ce que tu dis de dire aussi simple que ça. Pourquoi? Parce que certainement le programme a été digérable rapidement. Et là, Sandrine, elle va nous parler. Tu es enseignante, Sandrine, donc tu connais bien les professeurs. D'ailleurs, c'est toi qui as eu le droit de, pendant 4 mois de Covid, avec toute ton équipe d'enseignants, de penser le programme pédagogique, auquel nous, on ne comprenait strictement rien quand tu nous demandais ces cours. Mais les élèves, eux, ils comprennent. Et surtout, on est parti d'un postulat que tu nous as tout de suite... alors, avec Patrick, on avait fait 2-3 tests, notamment à Créteil. Et en gros, je vais faire simple, entre 70 et 80% des enseignants sont contre les Jeux Olympiques. Et ils vous le disent pourquoi. C'est pas éco-responsable. Coubertin, on ne peut pas dire que c'était un garçon qui était très 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 ouvert à la diversité et aux femmes. C'est de l'argent, les Jeux Olympiques. L'esprit de compétition, ça ne nous plaît pas. Donc Sandrine a eu un challenge tout de suite, c'est on lui a dit, bah, ça tombe bien, tes collègues, en fin de compte, ne vont pas avoir envie de parler du sujet. Et on lui a dit, comment on fait? Comment on fait, Madame le maire, quand on a un sujet comme ça, qui au départ n'est pas un sujet que les enseignants ont forcément envie d'utiliser comme outil pédagogique? Alors, merci beaucoup, Monsieur Blanchard. Votre micro. Pardon. Comment on fait? Bah, déjà, on a un peu la pression. Hein. On doit absolument trouver la solution. C'est pas comment on fait, c'est tu dois trouver. Alors, de fait, sans doute, il y a quelques enseignants dans la salle. Vous connaissez effectivement, et peut-être que vous partagez, moi aussi. Hein, je partage une partie de ces points de vue sur les coûts environnementaux, les coûts financiers, etc. Donc, c'était pas si évident que ça. En même temps, l'avantage que l'on avait quand on est arrivé auprès de Patrick, c'est que nous, on est déjà une équipe. On est une équipe qui a de longue date une expertise. Et par ailleurs, moi j'ai dans cette équipe le rôle de poil à gratter, c'est-à-dire qu'il y a toujours, ah oui vous êtes gentils les gars, mais il va falloir penser pédagogie, et il va falloir penser transmission et, excusez-moi le terme, mais c'est dans le bon sens, vulgarisation. Et ça implique tout autre chose effectivement, et on a eu la chance d'avoir, et je tiens à le souligner, Patrick Mauer, parce qu'il s'est intégré à l'équipe, c'est-à-dire si on avait eu quelqu'un de bougon, absolument ignoble, etc., ça aurait été très compliqué pour nous de travailler. Et on a trouvé au contraire quelqu'un d'affable, de drôle et d'efficace. Et ça, je pense que vraiment il faut le souligner. Merci Patrick, parce que tu fais partie de ce succès. Et pour le reste, il fallait articuler cette histoire des Jeux Olympiques à l'intérêt que pouvaient y trouver les enseignants. Et c'est là tout le travail de mes collègues, plus spécialistes que moi d'ailleurs dans l'histoire du sport, qui ont travaillé sur non seulement chaque édition, comme l'a dit Pascal, avec son image du saucisson, donc sur les 30 éditions, mais qui se sont dit mais comment on peut amener les gens, et en particulier les collègues et donc les élèves, à s'intéresser à, je sais pas moi, Athènes 1896, Saint-Louis 1904, c'est pas évident. Et donc le fruit de la réflexion, ça a été de dire, eh bien on va prendre un personnage, alors quand je dis un personnage, c'est femme, homme, éventuellement une valeur aussi, pas sportif spécialement d'ailleurs, vous verrez que, enfin si vous allez regarder dans l'exposition, on n'a pas nécessairement des sportifs ou des sportifs qui amènent et qui conduisent, et donc c'était l'idée que ces hommes et ces femmes allaient nous prendre par la main et nous emmener dans cette édition où on allait retrouver les grandes lignes, ce qu'incarnait cet homme et cette femme, et une valeur qu'on a choisie. Donc le plus compliqué, effectivement, ça a été d'articuler le choix, et vous savez, c'est la difficulté. On voit bien qu'au fur et à mesure des éditions, si on en a à peine plus de 200 en 1896, vous savez qu'on est à plus de 10 000 en 2024, parce que je rappelle qu'on a traité 2024 dans l'exposition, donc en amont, et c'était pas facile non plus de traiter une édition qui, pour le coup, n'avait pas eu lieu, et donc d'articuler ces personnages avec un programme. Et c'est ça, en fait, qui a servi à intéresser les collègues. C'est-à-dire qu'on a essayé de les faire rentrer sur plusieurs programmes. Comme tu l'as dit, Pascal,
C'est évidemment le programme d'histoire qui vient tout de suite en tête. Mais c'est aussi le programme de géographie. C'est aussi pour vous qui êtes enseignant éventuellement à GGASP de travailler sur la géopolitique. On sait que les Jeux Olympiques sont essentiellement européens ou occidentaux de manière générale, et avant qu'ils ne s'ouvrent à l'Asie, on est très loin déjà après la Deuxième Guerre mondiale. C'est également, tu l'as dit Yvan, de traiter les enjeux de société, les enjeux économiques. C'est également d'essayer d'intéresser des collègues de littérature via l'histoire du sport et des Jeux Olympiques, ce qui n'était pas évident, ou de l'histoire de l'art. Et en fait, je pense que là où on peut le dire, réussi notre pari, c'est que les collègues se sont rendus compte qu'on allait au-delà de l'histoire des Jeux Olympiques, au-delà de ce que tu disais, Yvan, le résultat en 2024 ou en 2004 de tels sportifs, c'était de leur montrer, de leur expliquer qu'on pouvait faire l'histoire du monde sous tous ses aspects et qu'ils pouvaient, selon les programmes des uns et des autres, s'y retrouver. Et surtout, et je terminerai là-dessus, il fallait intéresser les élèves. Parce que quand on est prof, et vous le savez, on peut avoir des marottes, on peut avoir des sujets qu'on apprécie, mais il faut absolument y conduire les élèves. Et en fait, le fruit de notre réflexion, et Pascal, Nicolas, Stéphane qui n'est pas là, Yvan, l'idée c'était de dire, le sport, finalement, aujourd'hui, c'est un bon moyen d'entrée. C'est-à-dire que moi, quand j'enseignais encore dans le secondaire, l'histoire de la guerre froide... c'était compliqué. Avec l'histoire des Jeux Olympiques, leur expliquer que l'URSS réintègre les Jeux Olympiques simplement pour être les premiers au tableau des médailles, ou que lors de la première édition, ils exigent, et comment expliquer le rideau de fer mieux que quand en 1956 à Melbourne, l'URSS exige d'avoir un deuxième village olympique pour éviter la contamination, justement. Donc là, on avait un outil pour faire en sorte que, finalement, les élèves, quels qu'ils soient d'ailleurs, garçons, filles, les plus jeunes jusqu'aux plus âgés, se disent « Ah ouais, tiens, ça c'est intéressant ». Et s'y retrouvent aussi bien ceux qui pratiquaient le sport que ceux que ça désintéresse totalement. L'équipe de Sandrine, je précise deux petites choses que tu n'as pas dit. C'est que des enseignants qui ont conçu le programme pédagogique, donc des praticiens. Ce qui change beaucoup de choses. Heureusement qu'on n'a pas demandé à des universitaires ou des chercheurs comme nous de le faire, parce qu'on aurait été certainement incompétents, mauvais, et surtout complètement déconnectés de la demande du terrain. Oui. Et puis deuxième chose que Sandrine a fait, qui était très important, ça n'a pas été un projet pédagogique. Elle en a fait 3, et même un 4e est né après, tu l'as dit. Tu n'es pas en train de spoiler. Un pour les collégiens, un pour les lycéens, et en fait, on s'est même rendu compte qu'il fallait en faire un aussi pour les chercheurs, par la suite, qui pouvaient utiliser l'exposition, avec notamment des jeunes chercheurs en STAPS, en histoire et autres, parce que ce n'est pas les mêmes approches. Et puis, une chose qui a été très importante, et donc ça a été une imposition pour toute l'équipe de graphistes de l'équipe, et ça n'a pas été si facile que ça à traiter, il fallait à la fois lire un panneau tout seul, ça vous le savez quand vous êtes enseignant, mais aussi lire en transversalité les panneaux. Permettre à un enseignant d'utiliser les 20 panneaux sur un seul sujet, les objets du sport, ou l'histoire de la naissance d'un sport, ou lecture des images. Et en fin de compte, en fonction de ce que choisissait le prof, un module sur 30 ou 40 ans, l'intégralité, il y avait aussi bien de la verticalité que de la transversalité. C'est pour ça qu'au final, elle nous a pondu un produit pédagogique de 154 pages. Mais à l'intérieur, avec toutes les fiches que l'enseignant pouvait utiliser, qui avaient été déjà pensées par rapport à une utilisation de l'exposition. Et ça a été un des challenges, on ne le dit jamais, mais aussi dans l'équipe, il y a toute la partie graphique. Et quand Sandrine a dit que c'était important que l'expo plaise aux élèves pour les faire plonger dedans, comment vous digérez et la contrainte de la pédagogie et la contrainte de continuer à avoir des panneaux qui sont accessibles et qui sont en fin de compte attirants pour les élèves. Et ça a été, là c'est pas nous, aucun d'entre nous ici ne l'a fait, ça a été l'équipe graphique qui a fait un superbe travail. À côté de ça, cher Nicolas, il y a une difficulté. Les universitaires ne sont pas très très bons pour être accessibles dans leur travail, des fois, pour arriver à le rendre digeste, pédagogique, vous l'appelez comme vous voulez, mais en fin de compte, on n'est pas forcément formé, de nos recherches qu'on peut faire académiques, à se poser à un moment la question du passage vers le plus grand public possible, qu'on vient de dire, des travaux qu'on peut faire. Comment on fait quand on est chercheur pour arriver à faire cette bascule ? En général, on ne fait pas. Donc on s'adresse plutôt à des gens qui sont capables de le faire, comme Sandrine avec le programme pédagogique, Sandrine et son équipe, le programme pédagogique ont été capables de le faire. Et nous, peut-être,
je dirais que mon rôle, le tien, c'est peut-être se situe sur un axe un peu différent. Moi, en tant que spécialiste d'histoire du sport, en fait, j'ai envisagé ce programme comme une espèce d'application, en fait, de toutes les recherches contemporaines qui sont faites aujourd'hui sur l'histoire du sport et de l'olympisme. Alors, je m'explique, je vais essayer d'être le plus simple possible. Il y a plusieurs enjeux dans cette exposition, vous avez commencé à en parler. Il y a d'une part, on l'a compris, le fait qu'à travers l'histoire du sport, on peut traiter tous les sujets. On vient de parler de la guerre froide, on pourrait parler par exemple, vous avez tous en tête 68, Mexico, le point levé de Smith et Carlos. Et ça nous permet bien d'explorer la question raciale aux États-Unis, de faire vraiment de montrer comment on arrive ici à une évolution qui prend racine dans l'histoire américaine dès la fin du 19e siècle et qui, voilà, un sujet pour un prof d'histoire qui est tout à fait extraordinaire. On parle aujourd'hui de la situation à Gaza. Tout le monde est touché par ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient. Si on prend les Jeux de 1972, on a l'attentat de Munich, pour les Jeux de Munich, où toute la délégation israélienne est assassinée par le commando Septembre Noir. Mais à partir de ce simple événement, vous pouvez travailler sur l'histoire du Moyen-Orient. Donc vous voyez que on va beaucoup plus loin, évidemment, que l'histoire du sport, entre guillemets. Mais c'est l'histoire du sport qui nous sert de prisme, qui est un analyseur, en fait, pour aller plus loin, pour comprendre ce que sont les soubresauts du monde, ce que c'est que les grandes ruptures, qui sont les grandes respirations historiques, qu'on voit à travers l'histoire de l'olympisme. Je prends un dernier exemple très concret, celui de 1936, vous en avez entendu parler, ce sont les Jeux de Berlin. Les Jeux de Berlin qui sont une opération extraordinairement positive pour le Troisième Reich, qui peut se présenter comme un parangon du pacifisme mondial, là où on sait déjà que les menaces sont extrêmement lourdes venant de ce régime, et tout d'un coup, avec les Jeux de Berlin, c'est fantastique. Il s'impose en fait comme une espèce de pacificateur. Hitler devient le pacificateur des relations internationales européennes. Enfin, on est chez les fous, quoi. Et c'est l'olympisme qui permet ça. Donc, vous voyez, tout ça, c'est permis par l'histoire des Jeux. Sans parler bien sûr de Jesse Owens, là, qui nous ramène aussi à la question raciale américaine et à des mythes aussi qu'on doit déconstruire dans l'expo, parce que Jesse Owens, aujourd'hui, il est perçu comme celui qui a ridiculisé le nazisme. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est tout simplement pas vrai. L'opération 1936 pour le régime nazi, c'est un succès total. Total. Ce sont des dithyrambes internationales dans quasiment toute la presse européenne et mondiale, parce que c'est très bien organisé, il faut bien le dire. C'est je dirais, dans la mégalomanie nazie, il y a le plus grand stade du monde, il y a un décorum extraordinaire. Les Allemands sont premiers au tableau des médailles, en plus, je le rappelle. Donc, voilà, c'est un moyen de rentrer là-dedans. Alors, l'idée qu'on avait, c'était quand même d'avoir une assise scientifique suffisamment solide pour s'engager dans ce programme, qui est un programme grand public, mais pas seulement grand public, qui est aussi un versant scientifique. Alors je ne vais pas tout détailler parce que ce serait un peu ennuyeux, mais on a quand même fait 5 colloques, en partenariat à chaque fois avec des universités, l'université de Lausanne, de Rennes, de Marseille, de Nice, etc., 5 colloques où à chaque fois on a exploré des territoires historiques en réunissant ce qu'on espère être les meilleurs spécialistes de chaque question, de chaque séquence historique. Et à partir de ce travail, on va dire à la fois de synthèse, mais aussi d'actualisation de la recherche, on a fait un autre livre qui n'est pas là, qui est un livre un peu plus pointu, peut-être un peu moins accessible que le livre sur l'olympisme, mais qui est le résultat d'un travail de recherche qui s'est matérialisé à travers cet ouvrage publié chez Atlantide, et qui s'est matérialisé aussi à travers des articles qu'on a publiés, une revue qui est en train également d'être finalisée, Le Temps des médias, sur l'histoire, on va dire, médiatique de l'olympisme, le rôle en fait de chaque média, radio, télévision, réseaux sociaux, etc., dans l'histoire de l'olympisme. Donc vous voyez, il y a tout un versant qu'on voit moins ici, évidemment, mais qui est quand même un petit peu le soubassement, quelque part, de tout ce programme. C'est tout le travail scientifique un peu de fond, qui peut paraître un peu ennuyeux, un peu, pour certains un peu rébarbatif, mais qui nous donne les clés.
Là, une des difficultés qu'on a eues pour, je dirais, arriver à faire la conversion de ce savoir scientifique vers le grand public, c'est que vous avez deux strates, en fait, dans l'exposition comme dans le catalogue. La première strate, on l'a vu, c'est l'histoire du monde à travers les Jeux Olympiques. Bon, ça, c'est tout à fait clair. Mais on a une deuxième strate qui est l'histoire de l'institution olympique, qui est une histoire un peu plus compliqué, évidemment, mais qui est toujours, on ne peut pas faire l'histoire des Jeux sans faire l'histoire de l'institution olympique. On l'a un peu esquissé ce matin, mais c'est une histoire qui est complexe. Hein, c'est une histoire qui est très complexe. Je viens de prendre l'exemple de 1936. 1936, évidemment, c'est un peu une tâche dans l'histoire de l'olympisme, parce que d'une certaine manière, le CIO a donné son blanc-seing à l'organisation d'une manifestation de très grande ampleur, parce que là, on est vraiment dans les... Pour moi, c'est les premiers Jeux Olympiques modernes, avec une propagande démentielle, le film de Leni Riefenstahl, avec 300 caméras dans le stade, qui connaît un succès mondial 2 ans après la tenue des Jeux. Enfin, bref, on est là face à une question qui est aussi posée au mouvement olympique. Je ne vais pas rentrer dans le détail de pourquoi le CIO a accepté, mais il a accepté. Et je dirais que l'histoire de l'institution elle-même, le CIO lui-même, entretient la légende sur son histoire. Et je pense qu'on peut en parler ouvertement, parce que ça a été une des difficultés, je pense qu'on peut y revenir, ça a été une des difficultés pour travailler avec le CIO. Eh bien, le CIO, qu'est-ce qu'il cherche? Il veut bien travailler avec vous, mais à condition, en quelque sorte, que vous n'entachiez pas cette légende. C'est une vraie difficulté, c'est une vraie complexité. Et je dirais qu'on a eu des échanges parfois très difficiles, notamment pour l'expo pédagogique. Patrick s'en souvient comme nous tous ici, notamment parce que le CIO, enfin, à travers le musée olympique, était réticent quand même parce qu'il ne contrôlait pas ce qu'on faisait. Et nous, on est historiens, on ne va pas se laisser dicter quand même ce qu'on pense estimer devoir dire par une institution comme le CIO. Donc, on n'est pas méchant spécialement vis-à-vis de l'institution CIO, mais enfin, on dit les choses telles qu'elles se sont passées, tout simplement. Hein. Et ça met en cause un peu cette idée, voilà, qu'il y a une histoire enchantée de l'olympisme qui aurait été une institution universaliste constamment au-dessus du chaos du monde, comme avec un vœu de pacification des rapports belliqueux internationaux, de pacification des rapports sociaux à l'intérieur de chacun des pays. Bon, ben, ça s'est pas passé comme ça, c'est tout. Il y a une différence entre peut-être ce qu'on peut considérer comme un idéal, qui, je pense, très sincèrement, était l'idéal de Coubertin, ça fait aucun doute. Coubertin, ok, il n'a rien compris à la question du genre, il était rétrograde sur la question des femmes. Aucun problème, ça ne fait aucun doute. Mais il avait cette idée, je pense, chevillée au corps malgré tout, que les Jeux, eh bien, offraient la possibilité aux nations de pouvoir s'affronter sur un terrain qui était une espèce de transposition ludique, en fait, des conflits guerriers. Et ça, je pense qu'il y a cru vraiment, enfin, je suis sûr même qu'il y a cru vraiment. Mais entre la croyance et la réalité, eh ben, il y a évidemment de la marge, et on se souvient, si je reviens sur 36, que Coubertin était un des plus grands admirateurs des Jeux de 36 et du régime hitlérien. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vérité, et moi il faut la dire parce que c'est la vérité historique. Donc nous, notre travail, c'était d'être dans ce répertoire qui est notre travail d'historien, tout en ayant les outils pour, on va dire, décliner ça sur le plus de supports possible pour que ce soit accessible. Moi, je pense que, je terminerai là-dessus, si on doit faire le bilan, c'est super, le bilan il est super positif, on est tous contents, mais il faut faire aussi un bilan critique. Je pense qu'il faut faire un bilan critique. Moi, j'ai jamais été convaincu, mais on en a parlé, Pascal, j'ai jamais été totalement convaincu par la question des valeurs qui sont à poser sur l'expo qu'on a faite. J'ai toujours été un peu, on va dire, réservé, parce que je trouvais que justement, j'ai bien compris la démarche. C'était pas les valeurs de l'olympisme, c'était des valeurs humaines qui étaient celles d'athlètes qui représentaient quelque chose, la résilience, le courage contre l'adversité, des choses qui parlent effectivement, qui parlent notamment à la formation de la citoyenneté pour les élèves. Ça marchait très bien dans l'exposition.
Mais il pouvait, de mon point de vue, y avoir une espèce de confusion entre ces valeurs qui sont des valeurs humaines portées par des gens et puis ces fameuses valeurs de l'olympisme qu'on nous vend en fait depuis le début depuis que le CIO existe et qui, à mon avis, doivent être relativisées. Voilà, donc là-dessus, j'aurais peut-être une petite, sinon critique, une petite réserve, mais c'est normal. Je veux dire, il y a aussi dans une équipe comme la nôtre, il y a du dialogue, il y a des choses où on n'est pas d'accord, et puis on aboutit à des compromis, et ça donne ce que ça donne, et on l'assume. Et justement, Sandrine, vous allez devoir assumer le compromis, puisque les valeurs, c'est là-dessus la question que je vais vous poser. Quand on a décidé de choisir ces 30 items, donc en fait c'est simple, chaque panneau a un item valeur, et c'est le mot d'ailleurs qui se lit le premier sur un panneau. Donc on ne rentre pas par la ville, l'Olympiade ou par la date, on rentre par la valeur. Y compris certaines d'ailleurs, quand il y a des longues conversations entre nous, dont on s'est pris des claques dès qu'on les a présentées, rappelle-toi, quand on s'est retrouvé devant une classe, enfin dans un collège entier avec Patrick, avec la valeur fair play, autant vous dire qu'il n'y avait aucun gamin qui savait ce que voulait dire le mot fair play. Et même presque avec humour, quand ils ont compris ce qu'était le fair play, ils ont dit c'est quand même n'importe quoi comme valeur, monsieur. Gagner et rendre la médaille alors qu'on l'a gagné, il faut vraiment être débile. Ok, le fair play, va falloir l'expliquer. Donc Sandrine, quel est ton regard, Nicolas, un regard assez critique sur les valeurs, et rappelle-toi, c'était le débat qu'on avait à l'époque, quel est ton regard, toi, sur l'utilité, la nécessité, l'importance, l'outil valeur, notamment dans les quartiers, par exemple, politiques de la ville, où ces valeurs, dans certains cas, ont été sérieusement discutées par les élèves qu'on rencontrait, ou en Outre-mer, par exemple. Quel a été ton regard et ta position par rapport à ça? Alors, d'abord, Micro. J'ai mes assistants, c'est ça le travail d'équipe. D'abord, je dois dire que je partage assez l'avis de Nicolas, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand moi j'ai commencé à travailler sur le dossier pédagogique, alors déjà quand Nicolas et Pascal parlent d'équipe, en fait, on était 3. Hein. Donc, une collègue du secondaire, prof d'histoire géo, un collègue du secondaire qui est prof en EPS, et moi-même pour chapeauter, concevoir surtout le projet, essayer de leur faire des commandes assez précises et qui répondent aussi, et c'était une des problématiques, personne n'y pense. Hein. Évidemment, quand vous lisez les dossiers ou quand vous utilisez les fiches, la problématique, c'était celle qui m'était donnée par Pascal, c'est-à-dire la place, le volume, et puis tout ce qui concerne effectivement comment on met en page, comment on rend cela attrayant. Donc on était 3, un timing serré, 1 mois et demi, pour produire les 154 pages. Et ce qui était assez, pour laisser la place aux maquetteurs justement, ce qui était assez intéressant quand Nicolas a dit on fait pas parce que la différence entre celui qui est spécialiste de ces jeux, de l'histoire du sport, et puis celui qui doit transmettre, c'est vrai que moi le premier élève que j'ai eu pour tester mes fiches, c'était Pascal Blanchard, ici présent. Et c'était assez drôle parce que plein de fois, il m'a appelé en me disant « Je comprends rien à ce que tu veux faire ». Et certains exercices, faut le dire, hein, je spoil, je lâche le truc, il n'arrivait pas à les faire. Et donc, c'était assez drôle, parce que vous voyez bien qu'entre la pratique qu'on peut avoir, les exigences aussi, moi je suis pas toujours non plus, je suis assez critique sur ce qu'on nous demande dans le secondaire de faire, avec les cartes mentales. Donc on a essayé de répondre à toutes ces exigences. Donc moi aussi, comme je suis en prépa maintenant, ça fait un petit peu longtemps, même si je continue à fréquenter le secondaire, donc j'ai dû me récolter tous les exigences pédagogiques nouvelles, comprendre comment ça a fonctionné aujourd'hui, ce qu'on vous demandait, et je me suis dit oh là là les pauvres, et comprendre aussi pourquoi le niveau baisse, mais bon. Et donc l'idée c'était de travailler, en fait nous quand on a commencé à travailler, et moi quand j'ai conçu le dossier pédagogique, et Pascal vous l'a dit, je lui ai dit ah non alors du coup il faut l'aspect histoire, il faut l'aspect géo, il faut l'aspect valeur, donc je lui avais dit bon, histoire c'est H, géo c'est G, valeur c'est V. Alors au début il m'a dit mais qu'est-ce que tu me fais, et puis l'aspect sport évidemment. Et donc on a travaillé sur un produit fini, et du coup on était parfois j'étais bien embêtée effectivement avec ces valeurs dont tu parles et dont Nicolas a parlé, parce que c'était assez difficile à manipuler entre guillemets, c'est-à-dire à essayer d'attirer des mots qu'avaient choisis mes collègues, persévérance par exemple, sur une Olympiade, essayer d'expliquer pourquoi dans celle-ci, pourquoi sur ce personnage, c'était pas toujours si évident que ça, et en même temps,
C'est vrai que quand on devait le lier au programme, j'en ai pas parlé, de l'éducation civique, pour aller vite, eh bien c'était assez utile. Et c'est ça qui a permis de, dans les fiches, parce qu'on les a, enfin je les ai conçues, parce que je peux dire j'ai et mes collègues ont suivi, on en a beaucoup discuté aussi dans notre équipe à 3. L'idée c'était de faire un produit prêt à l'emploi. Comme mes collègues avaient travaillé sur ces fameux panneaux, qu'ils m'ont donné un produit fini, moi l'idée c'était de donner des fiches prêts à l'emploi, des fiches pédagogiques que chacun pouvait utiliser. Pascal l'a dit, c'était aussi du grand public, donc là je me suis imaginé plutôt faire un quiz parce que je voyais mal du grand public faire une carte mentale et finalement ça a été assez simple à penser, pas facile à réaliser mais assez simple à penser, et en essayant donc dans ce produit fini, vous le voyez bien, de répondre à toutes les exigences de vous produisez, vous faites des débats, vous faites des schémas, de la cartographie, vous faites des petits fromages, donc voilà, pour essayer de quantifier le nombre de femmes, par exemple. C'est très intéressant. On leur a fait faire un graphique, si vous voulez, pour, donc là c'est transversal, partir des Jeux de 1896 jusqu'aux Jeux de 2024, puisqu'on savait que la parité était affichée, et de leur montrer la progression de la participation des femmes. Et là, ça permettait de déceler des paliers et de déterminer aussi ce que Nicolas a rappelé sur la conception de la place des femmes dans la société. Donc voilà comment on a essayé d'articuler ce phénomène de valeur. C'est vrai que c'est un choix arbitraire, il faut le savoir, même si il y a eu débat entre nous tous. Au final, quand vous regardez, pourquoi fair play, pourquoi pas un autre mot, on pourra toujours nous critiquer là-dessus. C'est vrai qu'on peut toujours trouver des défauts à des programmes. Je crois qu'il a le mérite d'exister. C'est pas pour nous dédouaner, mais c'est vrai que c'est assez simple, la critique est assez simple, assez aisée, mais la mise en pratique est assez rare. Et moi, en fait, comme je vous le disais, je terminerai là-dessus, quand on a conçu ce dossier et que la CASDEN nous a permis de le mettre en ligne et que chacun d'entre vous, vous pouvez utiliser gratuitement, et ça c'est un vrai plus, l'idée c'est que c'était un produit fini. Voilà, vous aviez du tout en un, vous aviez l'expo qui arrivait chez vous gratuitement dans votre établissement. Je rappelle qu'on a commencé avec la Covid, donc le fait que vous pouviez plus sortir, donc ça arrivait dans votre établissement, c'était génial. Avec Pascal, on en a présenté ici en 2020 dans des établissements, on avait tous les masques, etc. Et puis voilà, mais en réalité, ce que j'ai pu constater, ça c'était un vrai bonheur, c'est que cet outil a été décliner, réutiliser, dépecer. Moi j'ai eu le bonheur de voir des collègues qui se sont servis, non pas de nous tous les spécialistes de l'histoire du sport ou pas, pour faire se faire en médiation de l'expo, mais au contraire utiliser leurs propres élèves pour faire de la médiation, soit dans leur établissement, soit auprès d'élèves plus jeunes. Donc j'ai vu comme ça des élèves de lycée faire de la médiation sur l'expo auprès d'élèves de collège, ou des élèves de collège faire de la médiation auprès d'élèves du primaire. Et ça, c'était génial. Il y a des collègues qui m'ont envoyé des remerciements et qui m'ont dit « Regardez, moi, ce que j'ai fait », qui ont commencé à faire des outils bien plus, moins dinosaures, si vous voulez, parce que moi, je me perçois encore comme un dinosaure, qui ont utilisé les nouvelles technologies, etc., et qui l'ont vraiment explosé, décliné, réutilisé. Et ça, c'était vraiment génial. Donc merci à tous les collègues qui sont novateurs là-dedans. Donc Patrick, quand cet outil est arrivé, le premier partenaire, parce que nous avions décidé dès le départ avec la CASDEN d'aller travailler aussi avec des institutions publiques, savoir que quand vous voulez travailler avec une dynamique de territoire, vous décomposez à un moment vos partenariats. Quand vous voulez travailler à l'étranger, le mieux c'est quand même d'aller voir le MAE. Ministère des Affaires étrangères. Quand vous voulez ou l'Institut français, quand vous voulez travailler avec les Outre-mer, c'est pas mal d'aller voir le ministère des Outre-mer. Quand vous voulez travailler sur l'enseignement agricole, c'est quand même pas mal d'aller voir le ministère de l'Agriculture. Et en fait, on a commencé à un moment à réfléchir pour chacun des partenaires, comment les appréhender et donc comment leur présenter l'outil qu'on voulait faire. Et l'exemple des valeurs est un très bon exemple parce que c'est le premier partenaire qu'on a été voir ensemble, c'est l'ANCT. Qui est en gros la politique de la ville. Pour tout le monde, c'est... Et donc travailler dans les quartiers politiques de la ville. Et donc,
tout de suite, la question des valeurs, je le rappelle parce que ça a été notre première manière d'entrer en matière avec la ministre à l'époque pour lui expliquer. Je vois que tu racontes, que tu expliques pourquoi cette idée de ce partenariat a été importante dès le début du projet et a été en fait notre premier partenaire institutionnel. Si tu permets, moi j'aimerais quand même revenir sur les propos de Sandrine, parce que j'ai une anecdote. Donc on est Pascal et moi au ministère de l'Éducation nationale, on cherchait ce partenariat-là, et on avait un conseiller de Jean-Michel Blanquer qui s'appelait Richard Senghor, et qui on était sur des maquettes qu'on lui a montrées, et il nous a mis la pression. On nous dit oui, bon, écoutez, c'est très bien, mais tout le programme pédagogique doit être validé par la DGESCO. Une certaine Françoise Pétraud, qui n'y connaissait strictement rien ni à l'histoire ni au sport, mais qui avait décidé quand même de valider l'ensemble du programme. Et tu t'en souvenais plus, dans ce que tu racontais, j'ai repensé à cette difficulté-là qu'on avait eue. Et je dois dire, je te félicite aussi parce que ton programme, il a été validé en 15 jours. Les 154 pages ont été validées par la DGESCO, une certaine Françoise Pétraud, qui entre-temps a pris sa retraite. Entre-temps, Blanquer ne nous a pas donné de subvention, voilà. Je te le rappelle. Et pour répondre à ta question, comme je me permets de le rappeler aussi, on est dans le cadre d'une conférence liée à l'économie sociale et solidaire, donc une conférence sans nombre, sans pourcentage. Pour te répondre brutalement à la question, pourquoi la NCT ? Nous avons fait entre 45 et 50% de nos actions dans les quartiers politiques de la ville, dans les établissements REP, REP+. Donc c'était aussi quelque part, pour reprendre aussi les propos que le président a tenus entre 13h et 14h devant nos correspondants et nos délégués, de mettre en avant ces valeurs. Et pour nous, pour la Casen Banque Coopérative, je pense que les valeurs, c'est quelque chose d'important. On est là non pas pour les défendre, on est là pour les promouvoir. Et toutes ces valeurs-là, c'est vrai qu'il y en a qui ont été plus ou moins discutés, mais je pense que c'est aussi des clés d'entrée qui ont été des éléments facilitateurs pour l'ensemble des collègues. Pour revenir à la question que tu me posais sur pourquoi la NCT, tout simplement parce qu'effectivement, on était à la recherche de partenariats et ça nous paraissait quand même, à côté du monde scolaire, du monde éducatif, aller sur les collectivités territoriales. Donc les conseils départementaux, les conseils régionaux, les villes, c'était le bon angle d'attaque pour pouvoir aussi diffuser sur un public un peu plus large l'exposition à travers donc l'ANCT, qui est l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ça veut dire qu'on le fait uniquement sur la métropole, mais on l'a également développé sur les territoires ultramarins. Et c'était aussi ce qu'on avait convenu avec le préfet Cadeau, donc qui dirigeait la délégation interministérielle sur les Jeux Olympiques de Paris 2024. La volonté d'être à la fois sur les villes qui allaient accueillir les épreuves olympiques, Paris, Marseille, Bordeaux, etc., mais également de la volonté d'être dans le milieu rural, dans ce tissu rural. Moi, je me souviendrai toujours de cette démarche qui a été entreprise par un délégué parisien, mais qui connaît bien le Cantal, qui me dit « Patrick, il faudrait que tu ailles faire une conférence à Casa News. » C'est toi qui as été. Voilà. Bon, Pascal n'a pas voulu parce que c'était un petit peu compliqué. Haute-Loire, monsieur, moi, la Haute-Loire, pas le Cantal, je ne reste pas la première. Et donc, c'est aussi cette densité de programmation qu'on a pu faire à travers les conférences et de toucher l'ensemble des territoires. Et ça, on a aussi pu le faire grâce à l'ANCT. Donc, c'était un partenaire qui, pour moi, enfin pour nous paraissait tout à fait logique. Et puis bon, quand on a cherché l'ANCT, c'est vrai que ça a été un des premiers partenaires à nous répondre de façon positive par rapport à tout ce que je vous ai dit. Et c'était vraiment que du bonheur. Je terminerai par un exemple qui, à l'époque, moi, m'avait intéressé. Et c'est pour ça aussi qu'on avait bien fait d'aller chercher l'ANCT et les quartiers politiques de la ville. En dehors de la première fois où on a présenté l'exposition à Blois, on l'a présentée, je vous rappelle aussi, à Paris, pendant le Covid, sur les grilles de l'hôtel de ville. Cette exposition sur les grilles de l'hôtel de ville a eu un succès parce que on ne pouvait pas aller dans les musées, on ne pouvait pas aller dans un gymnase, on ne pouvait pas aller dans un cinéma. Donc les profs étaient en extérieur, ils étaient ravis. Et la ville nous a dit que c'était très bien. Et la deuxième exposition qu'on a faite dans une grande ville, tu t'en rappelles? C'est Créteil? Non. Rennes. Rennes, t'as raison. Rennes. Et là, on était à 3 jours d'investir le métro rennais avec des affiches qu'on avait conçues spécifiquement pour le métro rennais. Et Paris 2024 nous dit non, mais bon, ça va pas être possible dans le métro rennais. Alors j'avais eu quand même à l'époque l'intelligence, je peux dire ça, d'avoir fait un compte-rendu écrit d'une réunion qu'on avait eue avec Paris 2024. Je dis mais si, dans le compte-rendu, c'est Ville de Rennes au mois de juin, et vous l'avez validé. Et donc ils étaient un petit peu embêtés.
Et puis ils m'ont simplement fait une réflexion qui était assez choquante, c'est que oui, mais toutes les stations du métro rennais ne sont pas en QPV. Je dis bah oui, encore heureux qu'elles ne soient pas toutes en QPV. Donc on avait effectivement le départ à le terminus de la ligne, et puis on a réussi quand même à négocier, mais on a négocié grâce au fait qu'on avait un accord avec l'ANCT, et ça nous a permis effectivement d'être présents et de ne pas être obligés de nous replier sur un plan B par rapport à la ville de Rennes. Juste pour expliquer, même raisonnement après avec la justice pour les prisons, même raisonnement avec le ministère de la Santé pour les hôpitaux, même raisonnement avec le MAE et les instituts français pour les lycées français à l'étranger, même raisonnement après avec le ministère de l'Agriculture pour toucher quasi l'intégralité des établissements scolaires du monde agricole. Et en fait, on a à chaque fois, et donc il a fallu des fois adapter, il a fallu travailler, c'est pour ça qu'à un moment on a travaillé aussi sur une mallette pédagogique où là, c'était plus le collège et le lycée simplement, mais il a fallu aller chercher le CM1, CM2 parce qu'il y a eu une demande, alors qu'au départ, nous n'avions pas décidé d'aller sur un public dont nous pensions ensemble qu'il était trop jeune pour rentrer dans les problématiques que nous posions. Et en fait, on s'est rendu compte que les profs avaient besoin d'un accompagnement pédagogique pour descendre dans les niveaux de classe, ce qu'on n'avait pas du tout prévu, parce qu'ils avaient trouvé une autre manière que la nôtre de lire l'exposition. Et là a émergé un travail pédagogique qui n'a pas été fait par Sandrine. C'est des INSPE de La Réunion qui ont fait. Oui, Sandrine Marvillier, qui était vice-présidente du réseau des INSPE à l'époque, qui a lancé à travers 10 INSPE la partie pédagogique consacrée au premier degré, qui est une approche totalement différente de celle qu'on avait pu avoir avec Sandrine, plutôt par thématique, et qui a très bien fonctionné. Et ensuite, on est même allé chercher l'UCEP, donc qui est l'organisation sportive des écoles élémentaires, et qui nous a fourni aussi de la matière première, si je puis m'exprimer ainsi, et qu'on a mis sur le site avec une facilité d'accès, et ça a permis aussi d'étendre sur, plus que le cycle 3, cycle 2, cycle 3, la pédagogie au niveau des écoles. Et tout de suite, et là je l'ai vers toi, vers Nicolas, ceci ne nous a pas obligés, mais ceci a montré que 3 thématiques, notamment, étaient extrêmement importantes à l'utilisation de l'exposition parce qu'elles permettaient d'avoir une écoute des institutions publiques, un intérêt des enseignants et surtout de faire entrer certains profils d'élèves dans le récit. Je vais les résumer en 3 mots, parité, diversité et égalité. Ces 3 sujets-là sont devenus à un moment des moteurs. Toi, en pédagogie, tu les as développés. Nous, on les a beaucoup développés en conférence quand on accompagnait les expositions, notamment sur certains territoires. Et je me rappelle de ces territoires où il y avait des débats entre les jeunes garçons et les jeunes filles, où les jeunes filles disaient qu'elles souhaitaient faire des sports, mais que les garçons considéraient que certaines jeunes filles n'avaient pas à faire certains sports. Et donc, c'était d'un seul coup ce qu'on nous renvoyait. Ça a été l'intérêt pour nous, à un moment, d'utiliser des parrains qui nous sont accompagnés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on avait une 50aine de parrains. Certains étaient des chercheurs, d'autres étaient des journalistes, dont certains, vous les voyez ici, animer des grandes tables rondes. Je pense à Thomas Negarov, par exemple, ou Xavier Mauduit. D'autres sont des sportifs en tant que tels et sont venus parler sur les territoires aux jeunes de c'est quoi être un sportif engagé, mais aussi engagé politiquement. Je pense à Aya Sissoko, qui est championne du monde de boxe française et anglaise, et qui est d'origine africaine, et en plus du Mali, et en plus musulmane. Et donc expliquer à des jeunes filles qu'une jeune fille peut choisir, même si elle est musulmane, tous les sports qu'elle peut faire. Tous les sports sont libres. Dans notre bouche, ça n'avait pas le même poids que dans la sienne. D'autres ont raconté leur parcours parce que ça permettait aussi aux élèves de faire des liens avec un récit de vie, par exemple, quand vous venez d'un milieu populaire ou des Outre-mer pour réussir, avec des questions incroyables. On a des élèves qui nous demandaient pourquoi. Mais monsieur, alors, s'il y a beaucoup de Noirs qui font du sport, c'est que les Noirs sont donc plus sportifs que les Blancs. Alors vous, quand vous êtes blanc pour répondre à la question, vous pouvez essayer. Mais quand c'est Lilian Thuram ou Aya Sissoko, c'est pas la même histoire. Et ça permettait aux élèves de poser d'autres types de questions. Et donc de poser des questions, en fin de compte, dont on imagine qu'ils sont d'une banalité, mais pas du tout. Ça renvoie à des questions où certains élèves pensaient que le sport, par exemple, était le seul territoire de réussite. Et donc, si vous percevez comme ça le sport, l'élève ne pensait pas forcément qu'il y avait des raisons sociales qui expliquent ça. Par exemple, il nous demandait, mais pourquoi aux États-Unis les basketteurs sont souvent noirs, monsieur ? Et bien là, vous êtes intérêt à être capable de répondre parce que c'est une vraie question et l'enseignant n'est pas forcément formaté pour répondre par la dimension d'abord du sport, puis la question sociale, puis la question raciale, puis la question générationnelle. Et je me rappelle une conférence où à un moment Gilles Butch a expliqué, bon personne ne l'a cru parce que Gilles est un vieil anthropologue qui raconte des histoires dans l'impression que c'est au 19e siècle, il a dit « Si tu es encore là en 2052 ou 2056 pour les Jeux Olympiques, sur le départ du 100 mètres, il y aura 6 Asiatiques. » Et là, les élèves vont lui dire « Ah, monsieur, vous nous chambrez. » Il dit « Non, non, pas du tout. » Et là, il a raconté les Jeux de Saint-Louis en 1904, où on pensait qu'un noir ne pourrait jamais gagner la course du 100 mètres, parce qu'il ne faut jamais écouter les savants, les anthropologues.
Le sport est d'abord une question sociale. Le sport est d'abord une question d'infrastructure. Le sport est d'abord une question de nutrition. Par exemple, les jeunes Antillais de 18 ans qui vivent dans l'Hexagone par rapport aux jeunes Antillais qui vivent dans les Outre-mer ont 5 cm de taille plus grande. Ça s'appelle la nutrition. Les infrastructures, c'est fondamental. Si les Chinois sont bons au ping-pong, c'est pas juste parce qu'ils sont nés en étant très très doués avec des balles de ping-pong. Hein. C'est qu'il y a 120 millions de licenciés en Chine. Pourquoi l'Inde deviendra une très grande nation sportive dans 20 ans? C'est parce que le gouvernement indien actuellement est en train de créer des infrastructures dans toute l'Inde. Pourquoi vous avez des îles, par exemple, de la Caraïbe, vous avez des champions que vous connaissez? Parce qu'il y a 4 heures de sport athlétisme par jour. Toutes ces données-là, les élèves ne les ont pas quand ils regardent à un moment un héros à la télé. Ils n'ont pas ces données-là. Pourquoi tel ou tel pays a des champions ou des championnes? Et ces questions sont essentielles. Désolé, je t'ai un peu coupé la chic dessus, mais toutes ces enjeux... Je t'ai pas posé la question. Donc, parité, diversité, égalité, 3 des mamelles, on va dire, de ce programme, Monsieur Bancel. Mais absolument, cher collègue. Ceci dit, c'est pas facile de répondre. Sur la parité, on l'a vu un petit peu. Ce qui est intéressant dans l'histoire de la parité, c'est-à-dire homme-femme dans l'histoire des Jeux Olympiques, on l'a dit tout à l'heure, on part de 0. Donc c'est assez simple en fait comme courbe. On part de 0 et puis progressivement, on va arriver à ce qui est arrivé en Paris 2024, c'est-à-dire une parité numérique en tout cas entre les hommes et les femmes. Donc effectivement, il y a quand même une transformation extraordinaire. Mais si on prend cette courbe, ça nous permet quoi? En soi, la courbe, bon, elle est intéressante, mais il faut la faire parler d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que jusque dans les années 50, il y a eu une formidable résistance, en fait, notamment du CIO en particulier, à l'arrivée des femmes dans un grand nombre de disciplines. Certaines disciplines athlétiques ne vont être incluses comme disciplines olympiques pour les femmes que dans les années 1980 quand même. Donc il y a quand même ce rôle d'une espèce de conservatoire d'un modèle de masculinité qui a été assumé par le CIO, qui a résisté très très longtemps en fait à l'arrivée des femmes dans le sport et dans les sports consacrés comme olympiques. Donc ça c'est la première chose. Il y a un effet, on va dire, d'institution, il y a un effet de résistance et pourquoi? Eh bien parce que quand vous avez des femmes qui font de la boxe, quand vous avez des femmes qui font de l'haltérophilie, ça remet quoi en question? Ça remet en question en fait nos modes de représentation de ce qu'est la différence sexuelle. Et c'est pas facile d'un point de vue simplement anthropologique, parce qu'on est construit comme ça, par notre éducation, c'est pas facile d'une certaine manière à accepter. Hein. Et ça a mis très très longtemps à être accepté. De même qu'aujourd'hui se posent des questions qui touchent à la différence peut-être encore plus fondamentalement déstabilisante qu'est la question par exemple de la transsexualité ou de la difficulté à établir une identité de genre. On le voit bien, il y a des cas où le CIO a interdit à des athlètes qui sont pourtant nés femmes de concourir parce que il y a ce qu'on appelle des tests de féminité qui sont faits à partir des tests hormonaux et quand vous dépassez un certain seuil, même si vous êtes une femme, vous ne pouvez pas concourir dans la catégorie des femmes. C'est le cas Caster Semenya qui a fait couler beaucoup d'encre. Donc vous voyez, là aussi sur la question de la parité, on touche en fait à des questions qui sont absolument fondamentales dans l'organisation des différences sexuelles au sein d'une société. Ça permet de faire parler énormément de choses d'un point de vue historique et sociologique, cette simple courbe. Alors le CEO va dire, ou même d'une lecture simpliste, on pourrait se dire, regardez, c'est formidable, c'est le progrès, et puis on arrive, il y a la parité, c'est formidable. Dire qu'il n'y a pas de progrès serait quand même un peu fort. Il y a un progrès, c'est évident, mais il y a des différences qui restent. Il y a encore des sports qui sont considérés de fait comme des sports masculins dans lesquels l'exercice de ce sport par des femmes est considéré encore aujourd'hui dans un certain nombre de représentations comme une transgression en fait des normes de genre. C'est aussi peut-être le rôle du CIO, peut-être le rôle des Jeux Olympiques, après avoir longtemps résisté, peut-être que c'est ce qui est en train d'arriver, de permettre justement une meilleure acceptation de ces différences de genre, mais aussi de cette diversité
des genres et de ces incertitudes aussi dans le genre. Donc voilà ce que je dirais sur la parité. Sur la diversité, même chose. C'est assez compliqué en fait quand on regarde la question de la diversité dans le CIO, parce que évidemment, quand vous regardez les écrits de Coubertin, bon, les choses sont assez claires. Hein. Il y a quand même, Coubertin, il est convaincu qu'il y a une hiérarchie des races. Mais je dirais, c'est comme pour la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Coubertin est un homme de son temps. Je ne suis pas en train de l'excuser. Hein. D'autres pensaient quand même un peu différemment. Mais il pense qu'il y a une hiérarchie des races et que les blancs sont au-dessus. Voilà. Mais pour lui, ça n'empêche pas du tout le fait que, les autres races, entre guillemets, vont pouvoir concourir. Il le dit d'ailleurs, c'est assez intéressant, nous qui travaillons aussi avec Pascal sur l'histoire et avec Sandrine, et même Yvan sur l'histoire coloniale, de voir en fait comment il pense les Jeux Olympiques futurs comme un moyen finalement de pacifier les rapports entre races. C'est un colonialiste, Coubertin. Il est à fond pour la colonisation européenne, il encourage la colonisation de territoires par la France, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais en 1920, il va essayer de créer les Jeux africains. Qu'est-ce que c'est que les Jeux africains? Dans sa tête, c'est, on va faire concourir, dans une espèce de formule régionale des Jeux Olympiques, qui vont d'ailleurs se multiplier par la suite, on va faire concourir des Blancs, des colons, avec des Africains, ou des Asiatiques, enfin des colonisés. Et dans sa tête, c'est une manière justement de se dire, comme ces colonisés, ils sont beaucoup plus nombreux que nous dans les colonies, hein, et il y a un moment donné, ils vont bien voir qu'on les domine, et ils vont se révolter. Et le sport peut être un moyen de pacifier, de discipliner en quelque sorte ces masses colonisées, parce que, on va leur accorder des victoires, mais qui sont des victoires symboliques. Bon, c'est pas très grave de gagner un match de tennis, hein, ou un match de football, si l'ordre social reste le même, et si l'ordre colonial reste le même. C'est comme ça qu'il pense, Coubertin. Et ce qui est assez ironique d'une certaine manière, c'est que ces Jeux africains, ils vont être refusés. Ils vont être refusés en fait par l'administration coloniale, française en particulier, toujours à la pointe de la modernité. Et ils vont la refuser tout simplement parce qu'ils ont peur justement qu'une victoire dans un sport de colonisés sur des blancs, entraîne une espèce de vacillement de l'image de supériorité blanche qui est imposée dans le système colonial. Ce en quoi, à mon avis, ils ont eu tort, et ce en quoi les Anglais ont fait très différemment, parce qu'ils ont introduit, eux, très tôt, les sports, les rencontres mixtes, etc. Donc, je reviens à ma question de diversité. Vous voyez que si on aborde la question de la diversité, Coubertin était pour, mais là aussi, ça a eu beaucoup de mal, je dirais, à s'imposer, parce que, comme l'a rappelé Pascal tout à l'heure, c'est quoi les Jeux Olympiques au départ? Ce sont des Jeux qui sont faits pour une aristocratie sportive. Ce sont des gentlemen qui font du sport. C'est pas les sports populaires, ça ne doit pas faire partie des Jeux Olympiques. La populace ne doit pas faire les Jeux Olympiques. Ça doit être réservé à une élite sociale. C'est le fondement de l'amateurisme. Pourquoi Coubertin résiste à fond au professionnalisme? C'est pas parce qu'il y a le mythe de l'argent facile, etc. Non, c'est parce que si vous admettez le professionnalisme, vous allez avoir les classes populaires qui vont arriver. Et oui, parce que les classes populaires, si elles veulent pouvoir vraiment s'entraîner, devenir des athlètes performants, il faut qu'elles gagnent de l'argent avec le sport. Or, les gentlemen qui n'ont pas besoin de travailler, justement, parce qu'eux ont de l'argent, ils peuvent s'entraîner, devenir des athlètes amateurs, qui ne gagnent pas d'argent avec le sport, quoi qu'ils s'entraînent de manière très, très régulière et très complète. Au contraire, donc, des classes populaires qui, si un athlète des classes populaires veut être performant, il doit récolter de l'argent avec le sport. C'est pour ça que Coubertin résiste. Il veut pas de ce changement social. Le CIO, et plus exactement les Jeux Olympiques, doivent être un conservatoire de cette excellence sportive, en quelque sorte, et qui conserve l'ordre social tel qu'il est. Donc, vous voyez que la diversité dans les colonies, pour des raisons politiques que je viens de dire, la diversité au sein des Jeux Olympiques, là, par contre, il y a une véritable résistance du CIO. Et il faudra, là aussi, les efforts constants, comme les femmes, progressivement, des femmes athlètes arrivent à s'imposer, parce qu'elles créent aussi des championnats. Il y a toute une histoire du sport féminin qui essaye d'émerger, sinon de concurrencer, d'exister, en tout cas, face aux institutions masculines. De la même manière, des clubs qui vont être des clubs où justement on retrouve cette diversité, à la fois dans des clubs
de coloniser dans les colonies, des clubs d'expatriés dans les pays européens. Tout ça va permettre l'émergence de la diversité, mais là aussi qui va s'imposer de manière très très progressive au sein du système olympique. Merci Nicolas. Deux anecdotes. Quand en 1936, les nations coloniales ont vu les Jeux de Berlin et ont vu les sportifs afro-américains gagner, les Français n'ont rien trouvé de mieux que d'envoyer des missions en AOF pour penser, identifier leur Owens à eux, pour enfin battre un jour l'équipe américaine et les clubs de foot. Autant vous dire qu'ils faisaient défiler des milliers de petits Africains qui faisaient des mouvements dans des stades pour essayer d'identifier les futurs Mbappé. C'est du réel ce que je viens de vous dire. Hein. C'est le magazine Loto et les sportifs français de la Fédération sportive de football qui faisaient des missions à la Tintin au Congo, dans toute l'Afrique, pour essayer de trouver les Owens français. Ça a bien existé. Et quand vous avez dans la petite courbe, quand vous faites travailler les élèves, une petite progression dans les années 50 de la place des femmes, vous vous dites « Oh, génial !» Pas du tout. C'est l'Union soviétique qui a parfaitement compris qu'il faut miser sur les femmes. Pourquoi? Pour battre les Américains et un jour devenir la première nation olympique. Ce qu'ils vont arriver à faire en 1956. Donc même dans ce qui peut paraître à un moment des choix de valorisation, vous avez aussi d'ailleurs une lecture politique et qui permet, quand on travaille justement en pédagogie et qu'on fait réfléchir les gens sur les courbes, par exemple de présence des femmes, vous pouvez aussi introduire une réflexion des fois plus vaste du pourquoi c'est arrivé. Avant de laisser la parole à la salle, Yvan, je voudrais te poser la question, la grande question que tu attendais avec passion, je te vois. Je me sens censuré, donc... Mais je sais, parce que Nico t'a piqué 2-3 territoires qui étaient les tiens. À quoi ça sert en fait de mettre en avant ces rôles modèles de sportives et de sportifs, notamment auprès des élèves, mais pas seulement. Tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas travaillé qu'avec les jeunes publics. Quelle place ça a et quelle utilité ça a? Oui, alors, merci Monsieur le Président, je vais juste faire un... je vais juste faire un petit détour et apporter ma réflexion au débat qui a parcouru cette table ronde sur les valeurs. Je voudrais juste faire une réflexion qui m'a été inspirée notamment aussi par le fait de parcourir l'exposition dans les territoires. Il me semble qu'on est amené aujourd'hui peut-être à réfléchir à considérer justement que le sport a cet atout, me semble-t-il, le sport et les JO bien sûr, hein, a cet atout de nous amener à interroger les valeurs dans le sens de la nuance. Et Nicolas tout à l'heure a évoqué son regret de ces mots qui ont jailli comme ça, qui sont un peu des totems. Mais justement, notre exposition a montré que ces mots sont effectivement à utiliser avec la nuance. S'il y a des beaux gestes dans le sport, c'est qu'il y a des mauvais gestes. Hein ? S'il y a des valeurs positives dans le sport, c'est qu'il y a aussi des valeurs négatives. Et je pense que les élèves et les citoyens qui ont suivi cette exposition ne sont pas dupes. Ils rigolent. Et je crois que le sport met en scène cette dimension. On est dans les passions humaines, on est dans le fait que, bien souvent, hein, alors, quand on a vu les Jeux Olympiques, ça s'est super bien passé. On se dit, voilà, combien de jeunes vont aller adhérer à l'escrime, combien de licenciés désormais au tennis de table, parce qu'il y a eu des vedettes qui se sont illustrées. Mais quand il y a un mauvais geste, hein, combien disent, mais c'est un scandale de montrer ces héros du stade qui se comportent comme des moins que rien. Hein, et bien souvent, le héros sportif, c'est l'un et l'autre. Et bien souvent, ériger quelqu'un en héros, c'est négliger le fait qu'il a aussi des faiblesses. Et je crois que l'exposition peut aussi maturer, et la CASDEN, je sais, tu l'as dit Patrick, hein, est soucieuse des valeurs. Je crois que travailler sur les valeurs, c'est justement considérer que ces valeurs sont importantes, parce qu'il y a aussi des contre-valeurs. Et travailler la nuance, c'est un enjeu qui me semble essentiel. On a essayé de le faire, on essaiera peut-être de le faire différemment dans l'avenir, pas différemment, mais en tout cas de considérer justement le sport dans toutes ses dimensions. Et c'est justement pour ça que c'est intéressant les JO et le sport, c'est que ça nous offre un laboratoire de la société, certes, mais un laboratoire hein, qui met en scène des Larsen, on pourrait dire, hein, des Larsen dans le bien. Voilà, un champion olympique est devenu une sorte de héros total. Et puis, à d'autres moments, le sport, c'est la haine, c'est la violence, c'est l'intolérance. Et nous qui travaillons sur ces questions de discrimination, de sexisme, de racisme, de société interculturelle ou mixte, eh bien, le sport offre hein, toutes ces distorsions. Alors, à nous de les ramener dans ce qui est la société. Vous voyez. Et ça, c'est une gymnastique, c'est un terme sportif, hein, qui me semble essentiel à faire. Et pour les élèves, lorsqu'on parle de ce sujet dans la société, on va puiser des éléments, alors non pas forcément d'exemplarité, mais des éléments de réflexion. Alors tu parlais de héros, j'y viens maintenant, hein. Prenez le cas de Zidane.
Voilà, ben Zidane, j'ai pas besoin de dire, vous avez compris. Zidane, c'est le héros de 98, il a mis 2 coups de tête, et c'était des coups de tête dans les filets. Hein, et Zidane, en 2006, il met un coup de tête, et c'était un geste qui a été considéré comme... Alors pour certains, un geste héroïque. Pourquoi un geste héroïque pour certains? Parce que c'était le dernier acte de sa carrière, et c'était du théâtre. Et pourquoi pour d'autres, on dit, ben, il a foutu en l'air 10 ans de politique d'éducation, hein, c'est peut-être le discours de la Castenne. Hein, et le titre de champion. Et le titre éventuellement, mais ça on s'en fout un peu à la limite pour notre sujet. Non, mais attendez. Alors d'autres ont dit, oui, les Italiens l'avaient bien mérité, etc. Materazzi, on s'en fout. Mais voilà, questionnez ce geste qui a d'ailleurs été mis en statut, parce que voilà les statuts, on aurait pu représenter notre exposition à travers des statuts, comme lors de la cérémonie d'ouverture, on a sorti les 10 statues féminines comme des figures importantes. Le sport, c'est aussi la statuaire. Il y a une seule statue qui montre un mauvais geste dans le sport, c'est Adel Abdesmed, coup de tête, ou coup de boule, je ne sais plus quel est le titre, coup de tête, je crois, coup de tête. Coup de boule, c'est le disque, la chanson. Mais coup de tête en 2012 qui a suscité la polémique, parce qu'en général, dans le sport, on n'a que le beau geste qui est mis en valeur. Eh bien, comment montrer ce mauvais geste statufié, une statue de 5 mètres qui a été présentée à Beaubourg et qui a fait le tour du monde, hein. Comment on montre ce mauvais geste? Qu'est-ce qu'on en fait de ce mauvais geste? Comment on l'explique? Est-ce qu'on le cache? On ne peut pas le cacher aujourd'hui. Hein. Voilà, donc ça c'est un élément important. Alors je continue à répondre à ta question. Hein. Oui, je continue, donc je la garde encore un quart d'heure, 20 minutes. Alors, je voulais juste dire ça, c'est effectivement d'aller puiser dans le passé français, puisqu'on est en France ici, que ce soit la France hexagonale ou ultramarine, hein, d'aller chercher des profils que l'on connaît très bien. Alors voilà, Zidane, Zidane c'est pas un Olympien, mais vous avez vu l'impact de Zidane pour les Jeux Olympiques lors de la cérémonie d'ouverture. C'est extraordinaire, enfin je veux dire. Hein, et en même temps d'aller chercher des héros. On a monté un numéro, il y a le catalogue Olympisme, mais il y a aussi un numéro plus confidentiel, certes de la revue Hommes et Migrations, que je vous recommande, dans lequel tout le monde a écrit, et qui a été, le concept c'était d'aller présenter des profils d'athlètes médaillés olympiques ou paralympiques nés à l'étranger. Et qui ont donc eu des médailles pour la France. Ça, c'était le jeu qu'on s'était donné. Et si vous allez voir cette galerie d'athlètes, il y a une trentaine d'athlètes à peu près, je pense, hein, de tête, c'est intéressant de voir comment est-ce que quand on est à l'étranger, qu'on est fils d'étrangers immigrés, avec des parcours de diversité dont parlait Nicolas, qu'est-ce que c'est que gagner une médaille pour la France? Qu'est-ce que c'est que gagner Angelo Parisi, par exemple, si on prend le cas d'une personne née en Italie qui devient française. Et dans ce volume, on a mis en avant 2 exceptions que je vous soumets. Et ces 2 exceptions, elles me semblent parler non seulement, alors je l'ai dit, effectivement, aux enfants qui ont peut-être des origines ancrées dans la diversité, hein, dans un certain nombre de lycées, de collèges, REP ou autres, hein, mais aussi, je dirais, à la société française. Ces 2 exceptions, c'est Bouguera El Wafi et Alain Mimoun. Pourquoi sont-ils des exceptions? Les 2 sont nés en Algérie. Donc, en fait, ils sont nés en France lorsqu'ils sont nés. Hein, c'est comme Giuseppe Garibaldi, il est né à Nice, moi je parle pour moi là, hein, il est né en 1807 et il est né en France, parce qu'en 1807, Nice est française. Donc ces 2 athlètes ne font pas partie, si vous voulez, du jeu, mais on les a mis dans le sujet, parce qu'évidemment, le regard qu'on avait sur eux était un regard sur une forme de diversité. Je dis bien une forme de diversité, parce que la diversité de El Wafi, en 1928, et je pense que dans la salle, même si vous avez tous vu l'exposition de la Casden, peut-être qu'El Wafi vous a un peu échappé, vaguement, je ne sais pas trop, enfin bon, mais la Casden a bien contribué, et l'exposition a très bien contribué à mettre El Wafi en avant, bien que ce soit un peu difficile, alors qu'Alain Mimoun l'a été de son temps, en quelque sorte. Alors qu'El Wafi, finalement, l'a été d'une brève période, pendant 15 jours, 1 mois, 2 mois, il a été un héros, et ensuite effacé. Pourquoi? Voilà le bon sujet. El Wafi, il est un jeune indigène qui aujourd'hui valide tous les parcours de ce qui peut faire notre intérêt citoyen pour l'histoire du sport. Il est né en Algérie, il est tirailleur algérien, il fait l'armée en France, il se bat pendant la Première Guerre mondiale, il devient ouvrier indigène aux usines Renault-Billancourt. Et puis il a des capacités de course à pied. Et donc il va finalement devenir un champion. Jeux Olympiques 24, 7e. Jeux Olympiques 28 à Amsterdam, médaille d'or. Extraordinaire. Extraordinaire. Vous avez et salué en tant que Français, hein, même si certains raillent un peu, hein, c'est vrai, hein, aux entournures, en disant, regardez, tout à l'heure, c'est ce que disait Pascal, hein, les athlètes français qui ont des médailles, il n'y en a pas tant que ça, et nos bons petits Français de souche, on va dire, blancs, hein, traînent à en avoir, alors que celui qui en a un et qui glane cette médaille glorieuse, le marathon, hein,
c'est un indigène algérien. Donc, il est valorisé, il est fêté en tant que tel, et puis, tout de suite, il opte pour la mauvaise option, qui l'éteint en termes d'image. Il veut devenir professionnel. Il est invité, sollicité. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Hein, vous êtes un indigène d'une certaine manière, subissant non seulement socialement et culturellement le regard colonial et socialement déclassé, les usines Renault. Comment d'ailleurs fait-on pour courir le marathon en travaillant sur la chaîne de montage? C'est dingue. Il cède aux sirènes de contrats juteux aux États-Unis, et donc 2 semaines après avoir cette médaille d'or et avoir été honoré, qu'est-ce qu'il fait? Il file aux États-Unis, il signe un contrat professionnel, et donc, on a entendu tout ce qu'ont dit Nicolas et Pascal notamment, hein, il n'est plus un Olympien. Il n'est plus digne d'être un sportif modèle. Il a changé de métier. Enfin, en tout cas, il a changé d'activité. Il n'est plus l'athlète noble tel que Pierre de Coubertin l'estime. Il devient un professionnel comme d'autres. Et donc, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et puis, il se perd aux États-Unis. Et quand il revient, on l'oublie. Il sombre dans l'oubli et puis terminé. Et c'est Mimoun qui le rappelle au bon souvenir des Français, quand Mimoun, qui n'était pas un ingrat, hein, là aussi, un Algérien, indigène algérien qui obtient la médaille d'or à Melbourne en 1956 en pleine guerre d'Algérie, qui était plutôt, voilà, gaulliste, et donc du bon côté, du point de vue, disons, du comportement, selon un certain nombre de Français partisans de De Gaulle, qui lui se rappellera au bon souvenir d'El Wafi, mais c'était une sorte d'hommage sans lendemain, puisqu'il faudra attendre. Et pourquoi aujourd'hui? Il faudra attendre nos années-là, hein, ces dernières années, pour que ce type de profil réapparaisse. Alors, pour répondre à ta question, oui, quand on parle d'El Wafi à des élèves, il a du sens. Et pas simplement à des élèves, là aussi où il était d'une certaine manière ancré, puisqu'aujourd'hui on parlait d'onomastique, le nom des rues. Il y a une rue El Wafi, pas très loin du Stade de France, à Saint-Denis. Hein. Et il y a depuis maintenant 1 mois et demi, il y a une place et un square aussi à Saint-Ouen et à Lobigny. Merci Pascal, tu fais une actualisation de mon propos. Voilà, merci. Donc voilà, il y a plein d'exemples. Hein. J'ai pris celui-là, bon, on le connaît, il est bien, la Caserne l'a bien labellisé. Je pense que la Caserne a très bien fait, avec nous, de choisir ce profil. Hein, je sais ce que tu en penses. Et les 30 profils, justement, ont été portés, puisque une expo comme celle-là, quand on dit 8 millions de visiteurs ou 9700 opérations, ça vous paraît simple? Non, ça n'a pas été simple, mais ça a surtout été possible parce qu'il y a eu des acteurs et des intermédiaires fondamentaux. Beaucoup d'enseignants, beaucoup d'acteurs correspondants et délégués de la Caserne qui, sur les territoires, ont bien souvent été des historiens à notre place, ont bien souvent été des acteurs territoriaux à notre place, ont inauguré énormément d'expos, ont pris les fiches de Sandrine et ont sué sur les fiches, ou le quiz de Sandrine, vous êtes obligé de le connaître par cœur, parce que sinon, raconte-nous peut-être, avant de donner la parole à la salle, justement ce rôle essentiel qu'il y a eu dans l'organisation et dans le mécanisme qu'on a mis en place. Alors, j'avais peut-être en préambule, avant de passer dans la logistique de nos délégués, juste rappeler quelque chose qui a été fondamental. Tu parlais de ton équipe de 3 collègues qui a testé. Mais en fait, ce programme pédagogique, il a été testé en priorité par 2 délégués que je voudrais saluer, Florian Draine et puis Fabrice Cordier, qui travaillaient dans le même lycée et qui ont utilisé... ont été les premiers à tester les fiches que tu avais conçues, je dirais, dans un milieu naturel différent du tien. Et donc, on a eu ce retour-là, et c'était pour nous important d'avoir ce premier retour des délégués, et ils ont travaillé pendant un trimestre complet avec leurs élèves pour pouvoir nous dire, voilà, on a rectifié un certain nombre de petites choses, mais en tout cas, c'était pédagogiquement hyper intéressant. Tu parlais de collectif, oui, on est dans un vrai collectif. Pour revenir à la question fondamentale que tu poses, oui, je pense que le succès de cette exposition, sans nos délégués, sans nos militants correspondants, n'aurait pas pu avoir le succès qu'il a remporté avec ses 9300 actions et puis ses 8,5 millions de visiteurs. Ce sont les chevilles ouvrières de ce programme, il ne faut pas l'oublier. Et c'est aussi pour la Caserne un élément important. Ce sont des militants qui ont assuré de façon totalement bénévole la diffusion de l'exposition, et ils ont pu assurer cette diffusion. Pourquoi? Parce que la logistique en était très simple. On a mis en place le site pédagogique, mais qui était également le site des inscriptions. Donc tout passait par le site. C'était repris par, aujourd'hui, Louise, qui entrait en contact avec les délégués, parce que pour prêter une exposition au format totem, c'est compliqué. Il faut avoir un modèle de voiture supérieur à la Twingo, parce qu'on ne la met pas dans la Twingo, c'est pas possible. Et donc, on a, grâce à nos délégués, pu permettre cette diffusion au plus près des territoires.
Aujourd'hui, on a une exposition en format totem qui est à moins de 30 km de n'importe quel établissement scolaire ou de n'importe quelle collectivité territoriale. Voilà, j'ai répondu très rapidement. En tout cas, c'était vraiment le fondamental du succès de cette exposition reposait sur le réseau des délégués et des correspondants. Oui, Sandrine, avant de donner la parole à la salle. Oui, juste une petite chose, comme tu disais, c'est un travail d'équipe et de fait, on a besoin du travail de vous tous en tant qu'enseignants et de bas, mais on a aussi besoin de gens qui impulsent. Et donc nous, dans notre petite équipe, là, Pascal Blanchard, c'est celui qui nous pousse, nous tire, nous donne des coups de pied aux fesses, on en a besoin, mais on en a eu aussi à la Casd'Aine. Et donc je voudrais remercier au tout début du programme Norbert Attali, parce qu'il a été vraiment important pour... Ils nous ont suivis quand même. J'ai parlé de Patrick Omauer et du boulot qu'il a fait avec nous, parce qu'il était toujours en interface avec nous. Donc merci Norbert. Et puis aussi François Brun qui nous a suivis pour faire en sorte que finalement chaque délégué Casd'Aine, chaque personne qui nous a soutenus, parfois on en a vu aussi sur les opérations qu'on faisait en conférence, puisse avoir ce magnifique ouvrage. Ceux qui ne l'ont pas, courez l'acheter. Donc Olympisme, une histoire du monde. Et je crois, enfin je terminerai juste là-dessus. Je pense que c'est quand même essentiel de penser que la réussite d'un tel programme, c'est vraiment l'idée de travailler ensemble et qu'on a vraiment besoin du soutien des autres, des uns et des autres. Et on le sait, on a besoin de financement pour faire ces programmes. Et nous qui en faisons à la chaque depuis longtemps, le travail de Pascal incessant, c'est effectivement d'essayer de faire en sorte que toutes les idées qu'on puisse avoir, vous pouvez en avoir des milliers, mais si vous n'avez pas le soutien financier pour le faire, ben, on ne fait rien. Donc voilà, merci à vous tous. Maintenant, la salle des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame Lénard. Merci, il n'y a pas de micro dans la deuxième partie. N'hésitez pas à parler très fort. Dans la première partie, vous en appuyant, vous avez vos micros si vous êtes sur les premières tables. Si vous avez des questions, on est à votre disposition. On a encore 10 petites minutes. Sinon, ils ont leurs questions pièges pour terminer, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais allez-y si vous avez des questions. Oui, madame, parlez fort et je reprends la question si les gens n'entendent pas. Allez-y. Exactement, ouais. On peut arrêter. Si on a mangé de la charcuterie. C'est quoi ta question ? Vous avez entièrement raison, vous avez dit l'essentiel, ça peut avoir un aspect positif ou négatif, hein, dans certains cas, quand vous avez une défaite ou quand la France est mal placée par exemple, puisque le but est quand même toujours de rêver, rappelez-vous comment les hommes politiques nous ont parlé du classement de la France pendant tous les jeux quasi au quotidien, de faire oublier les crises, de faire oublier une élection perdue. Les Jeux Olympiques de 2024 ont été très 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 utiles. Et je le dis en plus avec une grande tranquillité, vu que l'exposition a été placée sous le patronage du président de la République, ce qui est très ironique. C'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ironique. Et ça a été un véritable débat dessus, parce que, pas la question que vous posez, tous les jeunes qu'on a rencontrés nous ont posé à un moment dans une classe une question pareille. Mais pourquoi, madame, ou pourquoi, monsieur, les politiques disent que c'est pas politique alors que ce n'est que politique ? Parce que quand vous avez entendu Nicolas Bancel, vous imaginez bien que ce que vous avez entendu, vous l'avez dans l'expo. Quand vous écoutez Yvon sur LOFI, vous imaginez bien que vous l'avez dans l'expo. Quand vous imaginez le programme pédagogique qu'a fait Sandrine, par définition, on démontre que c'est politique. Pourquoi l'Union soviétique revient dans les jeux en 1956 ? Et d'abord, pourquoi elle n'y était pas avant ? Parce qu'ils ne sont pas dans les jeux bourgeois. Et ils font les Spartakiades. Alors les gamins, ils disent, c'était quoi les Spartakiades ? Il y avait 20 000 sportifs et sportives. Et ils ne voulaient pas venir dans les jeux bourgeois. C'était les jeux
communiste en gros. Et puis après, pourquoi telle nation revient, pourquoi la Chine va imposer, va organiser les Jeux en 2008, pourquoi Poutine fait les Jeux les plus chers du monde à Sochi avant de repartir à la conquête de l'Empire russe. C'est pas de la politique tout ça? Parce que le sport, d'une certaine manière, s'inscrit dans la dialectique nationaliste. Aussi. Pas seulement, mais aussi. Parce que depuis les Jeux de 1920, ce qui prime, c'est le classement des nations. Tous ces éléments-là sont là. Donc c'est ironique, quand ça nous arrange, on dit que le sport n'est pas politique, qu'on est un peu embêté par le Qatar, mais en réalité le sport n'est que politique. Oui, moi je rajouterais juste une chose très courte, c'est que c'est pas nouveau, enfin je veux dire c'est pas lié simplement aux Jeux Olympiques modernes. L'historien Paul Venn, qui est un antiquisant dans Le pain et le cirque, a montré qu'effectivement déjà sous l'Antiquité, les jeux du cirque servaient à amuser la galerie, les nourrir, voilà, ça permet d'oublier les problématiques du temps présent. Oui, moi je voulais rajouter une chose aussi, c'est que ce que vous dites, madame, c'est effectivement... Enfin, nous on évoque dans l'exposition et dans les différents produits qu'on a développé l'idée que, évidemment, depuis le début, les Jeux Olympiques et le sport sont politiques. Après, une fois qu'on a dit ça, il y a la manière dont on en prend conscience dans la société et les discours qui sont liés à ça. Effectivement, il y a certains moments de l'histoire, dans certaines sociétés, parlons de la France, par exemple, pendant longtemps, le milieu sportif a souvent considéré que, quand on faisait du sport, il ne fallait pas faire de politique. Ce qui a expliqué que pendant très longtemps, les sportifs étaient un peu brimés dans leurs expressions politiques, ce qui a tendance à changer aujourd'hui. Mais il y a eu une longue période qui a duré bien 5, 6, 7 décennies, pendant laquelle, à la différence des acteurs de cinéma, des chanteurs ou des acteurs de théâtre, le sportif était considéré comme un décérébré. Aujourd'hui, ça change un peu, mais on a encore ce poids, effectivement, d'une sorte de doxa, de langage qui vient je dirais, des instances sportives qui voulaient justement mentir d'une certaine manière sur la réalité, considérant que l'athlète devait être hermétique à la société. Or, c'est tout le contraire. Surtout un athlète de haut niveau. Un athlète de haut niveau est aujourd'hui une sorte de référent potentiellement politique. Et ça, c'est essentiel. Comment Mbappé, lorsqu'il prend des positions, peut avoir un impact beaucoup plus large qu'un homme politique classique ou une femme politique classique. Ça me semble un élément fondamental. Je le rappelle, Smith et Carlos, vous le connaissez l'histoire, exclus. Je rappelle qu'aujourd'hui, certains sponsors trouvent qu'il y a trop de politique dans les JO. La semaine dernière, Toyota et, j'ai oublié l'autre, la marque japonaise, Panasonic, ont décidé de quitter, alors qu'ils sont sponsors pour l'un depuis 15 ans, l'autre depuis 25 ans du CIO, l'antre d'investissement dans le CIO. Ils ont annoncé leur départ de sociétés japonaises. Dans le même temps, la NHK, la télé japonaise, annonçait aussi qu'elle ne retransmettrait plus les Jeux Olympiques, en considérant que l'idée du sport apolitique avait disparu au lendemain des Jeux de Paris 2024 et de la cérémonie d'ouverture, et que maintenant les Jeux étaient beaucoup trop politisés, beaucoup trop diversité, beaucoup trop parité, beaucoup trop genrés et beaucoup trop ouverts à des sujets qui n'est plus le sport pur tel qu'ils le concevaient. Donc ce sujet de la perception de l'apolitisme, du politisme, est un sujet permanent et qui est aussi un enjeu financier de la part du CIO, la neutralité des sportifs. Donc toutes ces questions-là, elles continuent à vivre. Nous, ce qui a été intéressant, c'est que si on nous avait annoncé la cérémonie d'ouverture, c'est sûr qu'on n'aurait pas fait le même panneau pour 2024, je vous le dis tout de suite. Mais oui, parce que cette cérémonie d'ouverture, elle est rentrée dans l'histoire. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime, qu'on la déteste, qu'on la trouve fantastique ou pas, elle est devenue un événement historique. Parce que justement les réactions, parce qu'il y a 3 jours, des gens ont prié dans la rue à Paris pour faire oublier le blasphème, parce que dans 10 ans, les gens en parleront encore sur la symbolique de cette cérémonie, parce qu'ils vont faire la référence de ces 10 femmes en or qui sortent de la scène. Tout ça, de toute façon, fait déjà... Mais comme avant, on a parlé de la cérémonie d'Atlanta, comme on a pu parler du reaganisme qui était présent, comme on a pu parler en 32 des Jeux américains, comme on a pu parler de ceux de 80 de Moscou qui se met en forme comme une grande nation, parce que les Jeux Olympiques, c'est aussi une manière politique de se montrer au monde. Et un choix. Autre question. Mes petits camarades me disent que je suis trop long. Allez-y, madame, et après, madame. Oui. 2016. L'équipe des réfugiés, le CIO essaye en fait de collaborer de manière assez étroite avec l'ONU, parce qu'il veut avaliser justement le caractère universel et
bienfaiteur, pacifiste des Jeux Olympiques. On ne peut pas, je pense, lui en faire le reproche. Et le programme sur les réfugiés, donc c'est un programme qui était pensé dès 2014, qui était mis en œuvre à partir de 2016. Donc vous avez une équipe de réfugiés qui correspond donc bien à des sélections qui sont faites dans des camps de réfugiés qui sont notamment autour de la Méditerranée, où vous avez des aides du CIO qui sont données dans ces camps pour l'exercice de pratiques physiques, du sport, etc. Ils aident véritablement les gens, hein, c'est un fait. Et vous avez des sélections à l'intérieur de ces camps qui doivent répondre pas tout à fait au minima olympique, mais pas très loin, et qui permet de créer donc cette équipe de réfugiés. Et pour le CIO, c'est vrai que c'est un formidable emblème justement de l'universalité du sport, de l'universalité de la mission en même temps du CIO. Je trouve que, voilà, c'est sûr qu'il y a un côté publicitaire. Maintenant, c'est quand même pas mal aussi que des réfugiés puissent faire du sport dans des camps et puissent éventuellement participer aux Jeux Olympiques. Si je peux prolonger juste un mot, Pascal, un mot juste, effectivement, l'équipe des réfugiés peut potentiellement modifier une donne fondamentale de l'olympisme, c'est est-ce qu'on reste constamment attaché aux nations? Est-ce que cette équipe des réfugiés n'est pas une brèche vers une manière de dépasser la nation? Il y a des réponses très contrastées là-dessus, parce que vous avez peut-être fait l'expérience, hein, si on regarde France Télévisions, magnifique retransmission, mais ce sont les Français qui sont montrés. Pourquoi ce sont les Français? Parce qu'on veut voir les Français. Hein, mais l'équipe des réfugiés, et peut-être l'idée selon laquelle dans 10, 15 ou 20 Olympiades, peut-être que comme le Tour de France, il n'y aura plus de nations, mais je ne sais quoi, des équipes de marque. Hein, voilà. Mais ce que dit Yvan, et je vous laisse la parole, madame, c'est aussi toute la fin de l'exposition qu'on a présentée notamment à la Porte Dorée. Comment seront les Jeux dans 40, 50 ans? 3 des items qui ont le mieux marché, notamment sur les jeunes, c'est qu'on leur posait la question, à votre avis, il n'y aura plus que des hommes et des femmes qui font du sport? Ça, c'est une super question. Pour faire réfléchir à la mutation qu'il peut y avoir. Surtout qu'on leur rappelait que 120 ans avant, il n'y avait pas de femmes. Deuxième question, est-ce que ce sera encore un pays qui organisera les Jeux, une ville? On commence à le voir, la Coupe du Monde de 2030, je vous le rappelle, elle est organisée sur 3 continents et 4 pays. Le modèle va changer. Et dernière dimension, qui est une dimension qui est fondamentale, comme vient de le dire Yvan, est-ce qu'il y aura encore des nations? Ou est-ce que ce sont des clubs privés, comme on est en train de le voir notamment dans le football, par exemple, ou des écuries de Formule 1, je vous le rappelle, qui sont plus du tout nationales? C'est d'un seul coup les marques qui sont en train d'emporter. Et le CIO, je vous le rappelle aujourd'hui, 60% de son budget, c'est les marques. Et les marques, un jour, pourront, pourquoi pas, imposer sous leur nom. Red Bull pourra imaginer un jour avoir peut-être son équipe. Parce que dans 20, dans 30 ou 40 ans, quand vous voyez les mutations décennie par décennie du CIO et des Jeux Olympiques, ça a totalement à chaque fois été modifié. Madame, la dernière question. Il n'y aura peut-être plus de sportifs non plus, ce sera peut-être du e-sport. Et ah oui, j'avais oublié le e-sport. Ça, les gamins, ils adorent parce qu'ils disent tous qu'ils pourront faire des Jeux Olympiques assis. Tu as raison, j'ai oublié le e-sport. Madame, à vous la dernière question de cette très bel échange. Oui. 45 à 50%, oui. Je réponds moi. Une minute pour répondre à ça, ça va être du sport, madame. On travaille beaucoup dans les QPV depuis 25 ans. D'abord parce qu'on travaille sur l'histoire coloniale, l'histoire de l'immigration, et que c'est dans nos ressentis et nos sentiments que là, le plus gros travail de la République doit être fait en ce moment. Enfin, quand je dis QPV, j'associe toujours les Outre-mer avec. Ils ne sont pas forcément des QPV, mais souvent sur la carte REP et REP+, vous retrouvez à peu près la même cartographie. C'est une habitude pour nous, on existe depuis 30 ans en structure ensemble, et on travaille ensemble sur ces questions. Et donc, il y a déjà naturellement chez nous cette idée-là. Quand on en a parlé avec la CASDEN, ça a semblé aussi en termes de citoyenneté, une dynamique et une démarche extrêmement pertinente. C'est-à-dire, il y avait une double dialectique, il faut être très clair, c'est une manière de parler à la fois du vivre ensemble, avec des exemples qui pouvaient aujourd'hui être signifiants pour les élèves dans les quartiers, y compris avec des questions difficiles, vous avez vu, on en a abordé plein, mais qui permettaient à des gamins des quartiers de se sentir potentiellement français à travers ça. Vachement important. Et pour nous, c'est une vraie question. Vous allez aborder pour ça que je vais avec Anne Abdelmalik se passer de ces questions, que Thuram venait avec nous dans les quartiers, qu'on a aussi, d'une certaine manière, essayé de faire que notre programme puisse être identifiant et identifié par ces gamins qui se sentent partie prenante de ce récit. Ce qu'a dit Yvan sur El Wafi, il faut se rendre compte que pratiquement dans tous les quartiers populaires où on a été, El Wafi était une star.
Et tu aurais pu citer Constantin Henriques, au début du siècle, en 1900. Il y a plein d'Aloafi. Pardon, oui, juste une minute. Et après, troisième dynamique qui nous a semblé extrêmement important, dès le départ, on s'est dit qu'on voulait être sur 100% des territoires, c'est-à-dire les villes, les quartiers politiques de la ville, la ruralité. La ruralité, c'était le plus dur, en fait. C'est le plus dur parce qu'il a fallu mettre 1 année et demie quasi pour arriver à développer le partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Mais c'était pour nous fondamental. Et à chaque fois, vous êtes obligés d'adapter vos types de programmes, en fait. Pas aux élèves, aux modalités de diffusion. Je ne vous raconterai pas comment on diffuse une expo dans des prisons, par exemple, c'est un enfer. Et c'est très... ou dans les hôpitaux. Pas un détail, mais posez-vous la question comment on amène une expo dans un hôpital. Ben, je vais vous le dire, c'est une usine à gaz. Hein. Et vous ne pouvez pas travailler pareil avec les enfants dans les hôpitaux malades. C'est pas la même chose que quand vous êtes en classe extérieure. Puis c'est pas la même chose que vous êtes occupé avec 500 gamins. Vous faites pas le même programme qu'avec une classe de 30. Donc ces questions, je les ai posées très vite parce qu'on est habitué aussi à travailler sur ces territoires et on pense que ce sont vraiment des territoires prioritaires. Ce sont nos enjeux. Et puis c'est facile d'emmener une expo dans un quartier bourgeois. Le CDI a les moyens. Mais alors dans une école, dans un quartier défavorisé, il y a 0 €. Donc, une des premières demandes que je lui ai fait à lui, il le sait, c'est « faut que ce soit gratos ». Ça paraît un détail, hein. Mais donc, alors, pour que ce soit gratuit, c'est-à-dire qu'il faut aller trouver plein de partenaires. Ce qu'on a fait. Norbert se marre, il est devant moi, le président rigole là-haut. Et ils ont discuté avec beaucoup de ministres. Et on a été voir beaucoup de responsables de haute administration. Et on a vu beaucoup de gens dans les agences. Pourquoi? Parce que l'idée de pouvoir emmener une expo gratuite avec tous les outils qui vont avec, c'est quelque chose qu'il faut dès le départ imaginer pour que tout le monde puisse y accéder. Si vous demandez même simplement 5 € à un établissement scolaire, c'est une usine à gaz pour l'enseignant. Et il ne le fait pas. Là, c'était même de réfléchir comment on était sûr que l'expo soit livrée à l'enseignant dans l'établissement scolaire. Alors un jour, amusez-vous à vous poser cette question. Comment vous savez qu'une expo arrive bien dans la main d'un enseignant dans un établissement scolaire? Ce n'est pas la Poste qui vous aide, hein. Je peux vous le dire. C'est impossible. C'est pas un détail, hein. Mais c'est fondamental. Quand vous voulez emmener une expo à Wallis et Futuna, alors lui, il le sait comme moi, hein, on a mis 2 ans à y arriver. 2 années pour envoyer une expo à Wallis et Futuna, parce que l'expo coûte 6 fois plus cher de fret que la valeur de l'expo. La Polynésie, je vous ferai rigoler, on l'a failli mettre dans l'avion du président de la République qui y allait. On s'est loupé à 24 heures, on était furax. Ça paraît drôle ce que je dis, mais si vous voulez aller sur les territoires et tous les territoires de la République, vous devez y penser avant. Et on est à peu près habitué à ça, et on s'est pris beaucoup de casseroles et plantés. Parce que c'est là que c'est le plus dur. Comment l'enseignant va convaincre son chef d'établissement, comment on va motiver les élèves. Et une des réactions des élèves, et je ne le dis pas pour nous satisfaire, mais ça a été énorme, c'est « Oh monsieur, elle est belle l'expo ». Pourquoi? Parce que c'est des gamins qui, très souvent, sont habitués à avoir des outils qui ne sont pas à la hauteur de la pédagogie à transmettre. Et moi, je le dis parce que c'est pas nous, là, aucun d'entre nous a fait le graphisme de l'expo. C'est nos graphistes et nos DA qui ont bossé dessus. Et c'est vrai qu'elle est belle, l'expo. Comme la grande expo qu'on a fait à la Pote Dorée, ça compte en pédagogie. Que les enfants, que les élèves, et les profs d'ailleurs, aient envie de faire venir l'expo. Ça a été, je pense, aussi à des succès, on en a très peu parlé là, mais la forme. La forme de l'expo, la taille des images, c'est important parce que des élèves qui arrivent devant une expo à 20 ou 30 mètres, par exemple, et ça c'est une habitude, ça nous a changé le modèle, ben, les images, elles doivent claquer à 20 mètres ou 30 mètres pour que l'élève ait envie de venir avec le prof dans l'expo. Tout ça, c'est des habitudes qu'on a appris. Je crois que la première expo qu'on a fait, les amis, c'était en 93. Et elle s'appelait Images et colonies. On l'a fait beaucoup tourner en quartier. On ne disait pas encore QPV à l'époque. Hein. Politique de la ville, on va dire pour simple. Et on l'a fait beaucoup tourner aussi en Afrique, dans 27 pays africains. Et à l'époque, bah, la question, c'était comment on met une exposition sur une mobilette pour qu'elle puisse se passer d'une ville à l'autre, ou d'un établissement scolaire. Vous voyez qu'on s'est posé des questions pour des universitaires assez étonnantes. Donc je pense qu'on était déjà dans cette dynamique. Et qu'en plus, la CASDEN, pour elle, c'était une évidence qu'il y avait un travail républicain à faire. Et peut-être que ces quartiers prioritaires sur les valeurs de la République, bah, là, c'est prioritaire. Et on a pu parler de toutes nos questions. Merci de votre question. Vous voyez, j'étais un peu long. J'ai pas fait une minute. 1 heure. Je me fais engueuler. Merci à vous tous et à vous toutes. Très bonne soirée. Merci les amis. Merci à tous. Merci Pascal. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur disons, tu as gagné le Presidente, hein, il a fini en flamboyance. Hein.